Salut salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau... comment on dit Tome de bataille. Une concentration d'analyse de tomes de bataille Ah oui. concernant les villes du Fiel Obscur, et je suis en compagnie de Rome, Monsieur Za. Monsieur Za. On a décidé de vous faire une revue entièrement en français. Nous avons pris en compte vos remarques concernant le fait que nous utilisions un petit peu trop d'anglicisme, ce qui n'est pas totalement faux. Et donc, on va clairement pas y arriver, je pense, parce que ça va durer quelques heures, mais on va essayer vraiment de maximiser le nombre de termes en français. Ça tombe bien, Ville du Fiel Obscur, c'est une belle traduction proposée par Games Workshop. Donc c'est parti, on va attaquer cette analyse de tome de bataille. Déjà, à noter, on est sur, à mon sens, le premier BT avec beaucoup de changements, c'est-à-dire il y a pas mal de changements au niveau des traits de bataille, il y a eu une partie quand même des figurines déjà existantes qui ont eu le droit à leur refonte. On peut le dire tout de suite, les Spider-Fang sont toujours dans le BT. Oui. Pardon, c'est pas les Spider-Fang, Oula. je me corrigerai par la suite. Et on a surtout la nouvelle partie de ce bouquin qui est les loups, donc les Gitmob. C'est un mot-clé, j'ai le droit, après je corrigerai pour le dire en français, mais on est sur un BT qui est assez riche au niveau des nouveautés. Oui. On attaque tout de suite les règles de faction, donc on commence tout de suite avec les traits de bataille. Premièrement, la lune a été drastiquement changée. Pour rappel, la lune, c'est une mécanique emblématique de ce BT. Ça démarrait dans un coin, on faisait un jet de dés, ça se déplaçait et ça avait des effets sur chaque quart de table, sauf quand c'était au milieu, auquel cas la lune rayonnait sur toute la table. Ça a changé. On va commencer tout de suite avec le premier trait de bataille, les faces de la mauvaise lune. Vous devez utiliser cette aptitude au début du round de bataille. Si plusieurs joueurs commandent une armée de villes de Fiel Obscur, à la place, au début du round de bataille, ces joueurs tirent au dé et seul le gagnant annonce et utilise cette aptitude de bataille à ce round. Si c'est le premier round de bataille, choisissez la face initiale de la mauvaise lune, souriant, menaçant, boudeuse ou ricanant. Si ce n'est pas le premier round de bataille, la face de la mauvaise lune passe à la phase suivante de la séquence. Finalement, on est quand même sur quelque chose d'assez proche de ce qu'on avait en Nurgle avant, c'est-à-dire une espèce de roue avec, on va démarrer à un point et on va avancer à chaque tour. À noter qu'il y a 4 crans sur la roue, Oui. donc vous allez pouvoir boucler. Assez sympa. Ouais, tout à fait. Donc ça va nécessiter au début probablement un petit peu de prise en main parce que en fait au final on a une illustration qui permet de bien comprendre comment cela fonctionne parce que à la lecture de la règle c'est quand même pas facile d'accès, je trouve. Oui, surtout que les noms ne sont pas explicites, on va dire. Ouais. Donc on va attaquer de suite avec les différents effets à la lueur de la mauvaise lune. Pendant la bataille, les effets suivants s'appliquent aux unités de ville du Fiel Obscur ami en fonction de la face actuelle de la lune. Le premier, zélote écumant, tant que la lune est ricanant ou souriant. Donc on peut le dire tout de suite, grosso modo, à chaque fois, ça marche par paire adjacent. Donc le premier, tant que la lune est ricanant ou souriant, ajoutez 5 au score de contrôle des unités Lune Clan Ami qui ne sont pas des squigs. On passe au deuxième, qui est venin de croc d'aragne. Tant que la lune est ricanant ou souriant, donc ça concerne les mêmes faces que précédemment, les attaques de mêlée des unités croc d'aragne Ami causent des touches critiques sur des jets non modifiés de 5+, ceci affecte aussi les armes de compagnon. Le troisième, peau de lune, tant que la lune est souriant ou menaçant, soustrayez 1 à la caractéristique de perforation des attaques de mêlée qui ciblent les unités de Trogot Ami. Le suivant, squig lunatique, tant que la lune est menaçant ou boudeuse, au lieu de jeter le dé pour déterminer la caractéristique de mouvement d'unité de squigami, vous pouvez utiliser une valeur de 4. Et enfin le dernier, crogne-croc sournois, tant que la lune est boudeuse ou ricanant, les unités de Villeband Ami peuvent utiliser les aptitudes de charge et de tir, même si elles ont utilisé une aptitude de repli au même tour. Ouais, donc des changements et des nouvelles règles avec la venue des Villeband. Exactement. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que déjà on a un changement de la règle sur les Trogs, les Trogotes, qui était la règle, je pense, la plus puissante dans l'index. Ouais. Donc ici on vient dégrader la perforation, certains vont trouver ça meilleur qu'un plus 1 sauvegarde, parce qu'en fait vous réservez votre palier de plus 1 sauvegarde pour autre chose. Encore faut-il avoir des mécaniques qui vous permettent d'avoir plus de sauvegarde, bien évidemment. Le control score et... Ah, première erreur. Le score de contrôle. Le score de contrôle. Pour les Lune Clan, plus 5, on est quand même sur un modificateur qui est très bon. Ouais, c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est monstrueux parce que ça veut dire que le moindre piéton va compter pour 6 ou 7, plutôt 7 en général, donc vous allez passer devant les monstres, quoi. Ouais, exactement, c'est ça, vous contrebalancez un monstre, donc c'est extrêmement fort, et on le verra par la suite,
tous ces groupes de troueurs vont pouvoir vraiment être tels des essaims sur les objectifs, et donc vous allez avoir un énorme contrôle de score, et ça c'est très bien. Ensuite nous avons donc les squigs qui, à mon sens, est meilleur puisque tu viens fiabiliser une règle qui avant te permettait de relancer tes jets de mouvement aléatoires. Certains vont dire que c'est plutôt un moins bon effet dans la mesure où c'est statistiquement moins bon, mais c'est plus stable. Mais c'est de la fiabilisation. C'est vrai que du coup ça va être beaucoup plus lisible par l'adversaire parce qu'il sait que vous allez pouvoir ajouter 4 de manière autonome. Maintenant vous n'êtes pas obligé d'utiliser le 4, vous pouvez aussi décider de jeter vos jets de dés. A noter que pour les squigs c'est un petit peu particulier, vous avez une valeur fixe et une valeur variable, du genre des 6 plus 6, des 6 plus 8 ou ce genre de choses. Donc c'est une possibilité supplémentaire, c'est de la fiabilisation, c'est sympa. Ouais, tout à fait. Et la nouvelle règle donc des villes bandes, donc nous le verrons par la suite quand nous allons regarder les chartes d'unités, eh bien c'est vraiment un effet qui va venir en complément de leur ADN. Ouais. Et donc je pense qu'on verra par la suite toutes les synergies qu'on aura avec ces chartes. Ouais, en tout cas c'est assez intéressant. Je pense qu'on peut faire un petit topo tout de suite sur le décor, parce que c'est quand même très lié aux règles de trait de bataille et compagnie. Donc le Louvre-tueur de la mauvaise lune, c'est toujours pareil, 14 PV en save à 4. Il a perdu la règle qui disait qu'on était sous la lune entièrement à 12 de lui. Bon, bah c'est dommage. En contrepartie, maintenant, il a toujours son aptitude. Une fois par tour pour l'armée, à la fin de votre tour, pour un PC, vous allez pouvoir ramener une unité ni héros, ni monstre, ni machine de guerre, entièrement à 12 du décor et à plus de 3 des unités ennemies. Donc comme on l'a dit précédemment, c'est toujours énormément de présence sur table, et honnêtement, c'est juste hyper fort. Ouais, tout à fait. Alors, on perd la lune, qui était quand même un effet qui était extrêmement puissant. Je suis pas mécontent de le voir disparaître en tant qu'adversaire donc des villes du Fiel Obscur. Malgré tout, je pense qu'on continuera à le jouer. Parce qu'on a toujours en fait cette dynamique de Games Workshop qui est venue réduire les coups en point des unités, donc on a plus de monde sur table. On n'est clairement pas dans un tome de bataille qui va avoir du mal à aligner beaucoup de présence pour venir le protéger, et avoir en fait cette capacité de faire revivre les unités, même à mi-effectif, c'est très très puissant. Surtout quand on a la possibilité de compter pour plus 5 quoi. Tout à fait. C'est-à-dire, grosso modo, en fait il n'y a que 4 crans sur la roue, donc vous allez très vite vous retrouver à votre point de départ. Et donc vous allez pouvoir passer entre 1 et 2 fois sur cette capacité qui vous donne plus 5 au score de contrôle. Honnêtement c'est assez monstrueux, ça veut dire que le moindre mec qui repop, pour peu qu'il ait une bannière, il compte déjà pour 7 quoi. Ouais, tout à fait. Donc c'est un décor qu'on continuera à voir sur table. Et c'est rare. Et c'est rare, parce que c'est vrai qu'en ce moment on a un peu de mal à jouer les décors, sauf ceux qui sont extrêmement impactants, ou au contraire quand on a des listes qui peuvent se permettre en fait d'avoir des FEP dans le dos, etc. parce qu'on a de la mobilité, parce qu'on a de la tankiness, etc. Parce qu'on a de quoi protéger le décor, etc. C'est vrai que c'est un vrai sujet pour le coup, les décors de faction sur cette V4, puisque ça donne, en tout cas pour ce manuel général, ça donne des battles tactiques assez faciles, hein, on va pas se mentir. Notamment la possibilité de taper sur 2 unités sans en avoir aucune qui meurt et ce genre de choses, prendre un décor dans le territoire adverse, et ça donne aussi des énormes tremplins, puisqu'on rappelle, vous pouvez arriver de frappe en profondeur à moins de 9 et déclarer une charge dessus, ce qui va vous servir de tremplin. Donc très clairement, il faut que les décors de faction soient extrêmement bons, et de préférence pas trop énormes, pour être joués du style ce tome de bataille, les bêtes du chaos et ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Ou avoir des armées qui ont en fait la possibilité, parce que la nature de l'armée fait que tu as du monde sur table, de le protéger sans que ça soit trop pénalisant et impactant dans ta stratégie pour la partie. On attaque tout de suite les différentes sous-allégeances, aka les formations de bataille. On va commencer avec la première, Horde du Fiel Obscur. Donc la capacité s'appelle Démence Collective. Une fois par tour pour l'armée, à la fin de votre tour, vous allez pouvoir prendre jusqu'à 3 unités Lune Clan ou Croc d'Aragne qui ne sont pas des squigs et qui sont mêlés, et ça va être à la même manière de Pestilent ou de ce qu'on a en Soulblight Gravelord, les seigneurs Ruineman. Vous allez pouvoir effectuer un mouvement d'engagement et sur un de plus infliger les 3 blessures mortelles. Grosso modo, à quoi ça sert? Ça sert à pouvoir engager d'autres unités avant le tour adverse. Ouais, tout à fait, et aussi à faire des sources de blessures mortelles sur des unités qui ne sont pas spécialement designées pour faire de la létalité. On va penser aux archers Lune Clan, aux troueurs Lune Clan, notamment, évidemment. Donc c'est extrêmement fort, c'est une mécanique qui permet de se replacer, d'aller sur un objectif, de faire... Temporiser des doubles tours. Ouais, temporiser des doubles tours, combler des trous, scorer de l'objectif.
Donc on a tout de même cette restriction de Lune Clan et Croc d'Aragne. On va se rendre compte les Crocs d'Aragne, on est probablement presque sûr qu'on en verra pas beaucoup plus qu'avant, puisque les charts, on le verra par la suite, n'ont pas tant que ça évolué, voire pas du tout. Non, sous-allégeance qui me semble tout à fait convaincante dans une construction de liste où on va aligner beaucoup de Lune Clan. Ouais, c'est clair, donc beaucoup de prise de table et ce genre de choses, et d'englument finalement. On passe au deuxième, donc ville harcèlement. Choisissez une unité ville bande amie qui est en mêlée pour qu'elle utilise cette aptitude. Ensuite, vous pouvez choisir comme cible une unité ennemie en mêlée avec elle. À noter que vous pouvez choisir, vous n'avez pas l'obligation. Vous ne pouvez pas choisir comme cible de cette aptitude la même unité ennemie plus d'une fois par phase. Si vous choisissez une cible, jetez un D3 sur 2+, infligez autant de dégâts mortels à la cible que le jet. Puis l'unité qui utilise cette aptitude peut se déplacer d'une distance inférieure ou égale à sa caractéristique de mouvement. Elle peut passer à portée de mêlée des unités ennemies pendant ce mouvement, mais elle ne peut pas le finir en mêlée. A noter que c'est un base mouvement repli. Ouais, alors c'est fort. C'est très très fort, puisque ça permet de se replacer. Deux choses à dire à ce sujet. Donc déjà, Games nous a mis une limitation qui fait qu'on ne peut pas mettre une douche de blessure mortelle sur la même unité. Je pense que ça c'est très bien, parce qu'on n'a pas les coups en points. Mais on se doute que c'est du gobelin, donc ça sera probablement pas très cher. Donc on aurait pu faire une multiplication d'unités, aller les sacrifier, faire nos blessures mortelles et en fait... Du MSU comme disent les Anglais. Oui, exactement. J'aime bien le perturber. C'est très sympa. Par contre, ce qu'on va retenir, et ça va mettre en écho avec donc le trait de bataille que nous avons vu précédemment, pas le trait de bataille, les formations de bataille que nous avons vu précédemment, eh bien, c'est mot-clé retraite. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez ni tirer, ni charger par la suite. Donc, vous allez devoir être sous votre lune, donc vous allez être contraint à soit utiliser donc la manifestation qu'on verra par la suite, soit à bien, on va dire, temporiser pour avoir votre lune au bon moment, etc. Donc ça va pas être si simple. Je suis curieux de voir comment ça va se matérialiser sur table. On passe au suivant, folie bondissante. Chaque fois qu'une unité de Squigami charge, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque. On va le faire très simple, grosso modo c'est les attaques de gueule de tous les squigs. C'est du classique, c'est ce qu'on avait avant, le squig à l'ange, le machin, le truc comme ça. Bon, c'est de la létalité pure. Ça va vous demander, si vous voulez le rentabiliser, de jouer énormément de squig. Bon, on verra, les squigs n'ont pas trop changé, il y a eu des petits changements à la marge, mais rien de bien transcendant. Bon, si vous partez sur un build de squig, bah, vous allez prendre ça. Tout simplement parce que le premier ne peut pas être pris si vous avez des unités de squig. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous jouez une liste de squig, vous allez prendre ça parce que c'est extrêmement fort et qu'en plus, avec le changement des traits de bataille, désormais, vos squigs vont avoir un mouvement de 4 assuré si vous décidez de ne pas gamble. Donc ça vous permet de vraiment calculer très facilement votre projection. Et de la même manière, si vous jouez des Trogoths, parce qu'on va le voir par la suite, je pense que si vous alignez des Trogoths avec quand même suffisamment de squig pour rentabiliser donc cet effet, peut-être même que vous allez partir là-dessus plutôt que de prendre les améliorations pour les trogs. Donc un peu à la manière dont on joue actuellement l'index, où c'est au choix des joueurs. Il y en a certains qui préfèrent la stabilité d'avoir du soin, et les autres préfèrent avoir l'option d'avoir cette létalité quand tu agresses avec les squigs. Donc très 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 bonne sous-allégeance. Très chouette. On passe au suivant, Trog Hard. Chaque fois qu'une unité de Trogotami utilise une aptitude de corps à corps, après l'avoir résolu, soignez D3 points de vie à l'unité. Oui, donc ça commence à faire beaucoup de soins. Ça commence à faire beaucoup de soins. On est vraiment dans cette mécanique d'attrition à la Trogoth comme on sait le faire. On a des modèles avec 5 PV qui ont soit des sauvegardes et désormais de la dégradation de perforation. Donc on va réussir à tanker facilement, et 2 attaques de troll, c'est potentiellement 6 dégâts en plus. Donc pouvoir en fait garder ce petit modèle peut vraiment changer le cours d'un combat. Surtout qu'on n'oublie pas, au niveau des châssis des trolls, ça va pas changer, on a toujours ce soin natif. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des tours où vous allez vous soigner 2 fois par tour, 2d3. Quand votre troll va tomber à 1, va remonter à 4, va retomber à 1, au final vous allez économiser quand même pas mal de patates. Donc c'est une allégeance qui est bonne, pas trop de changements. C'est solide. C'est ça. Donc si on devait résumer, je dirais qu'on a du changement par l'arrivée donc de cette nouvelle sous-allégeance avec les gobelins des plaines, les villes-bandes. Globalement, on a fondamentalement pas changé, on va dire, l'ADN de chaque sous-allégeance. On a toujours ces squigs qui vont être agressifs, ces trogoths qui vont être défensifs,
Et c'est Lune Clan qui vont être dans cette dynamique d'aller sur la table, de prendre le scoring et juste que par leur présence en fait gagner la bataille. Nous attaquons donc tout de suite les très héroïques. On va commencer par le premier, la main moite. C'est un passif. Chaque fois qu'une unité de ville du Fiel Obscur ami entièrement à 12 de cette unité utilise l'ordre ralliement, vous pouvez jeter 3 dés de ralliement supplémentaires. Donc grosso modo, la plupart du temps, passer de 6 à 9 ou de 7 à 10 si vous avez un petit état-major complet. Alors, juste le musicien. Moi j'aime bien dire EMC, ça me rappelle. Ça rappelle l'époque de Feu Battle. Feu Battle, bonjour Old World. Vieux Monde, pardon. Exactement. Alors, concrètement, ça sera bon si vous jouez des Lune Clan, bien évidemment. Ça sera monstrueux. Ça sera, je pense, monstrueux, d'autant plus que vous avez d'autres mécaniques que nous verrons par la suite via des chartes qui vous permettent de ramener des modèles. Donc, on commence à voir arriver en fait. Un certain type de liste qui va être vraiment sur de l'essaim de gobelins et cette capacité à engluer et à les faire revenir, que ce soit par le décor de faction ou simplement par ces différentes mécaniques, plutôt sexy. Ouais, c'est clair, on verra ça directement avec les chartes d'unité. On attaque le suivant, touché par la grâce du Louf. Non, très sympa. Si cette unité n'est pas un sorcier, elle devient sorcier de niveau 1. Sinon, on rajoute 1 à ses jets de lancement. Ok, comme tout trait héroïque qui donne un niveau de sorcier, c'est extrêmement puissant, parce que la magie dans cette V4 a de l'impact, que ce soit via le domaine de sort ou par les manifestations du tome de bataille ou général. Donc on est toujours très content, ça fonctionne dans les listes de Trogoth, parce que ça permet d'avoir une occurrence de sorcier, ça fonctionne partout ailleurs parce que simplement en fait avoir un niveau de sorcier c'est très fort. Ouais, et surtout qu'il faut pas oublier, sur cette V4 on a assez peu de bonus au lancement de sort. Oui. Là on a potentiellement un +1, donc il n'y a pas, à ma connaissance, on n'a peut-être pas vu, il n'y a pas de sorcier de niveau 2 natif qui ne soit pas nommé éligible à ça. Par contre il y a déjà un sorcier de niveau 1 qui a déjà un +1. Donc il va pouvoir lancer à +2 et vous le verrez plus tard avec les manifestations, vous pouvez transformer un sorcier en sorcier de niveau 2 qui lance à +2. Vous le verrez, le domaine de magie est hyper impactant, je le trouve assez intéressant vis-à-vis de la nouvelle mécanique de lune, donc il y a de quoi faire. On passe au dernier, combattre un autre jour. Si cette unité est en mêlée, jetez un dé sur 3+, elle peut immédiatement utiliser l'aptitude repli comme s'il s'agissait de votre phase de mouvement sans subir de dégâts mortels. Petit rappel, les aptitudes de phase de combat s'utilisent avant les activations, donc ça veut dire qu'on va simplement fuir le combat à notre tour ou au tour adverse. Ouais, tout à fait. Donc ce qu'il faut retenir là sur ce trait héroïque, c'est que c'est très fort. Dans la plupart des tomes de bataille, on aimerait avoir ce genre de trait héroïque. Le petit problème dans ce tome de bataille, c'est qu'on n'a pas vraiment de héros, on va dire de héros très mobiles et très tanky et très menaçants. On a la même chose typiquement en Cruel Boys avec le vautour, sauf que le vautour il vole, il bouge bien, on n'a clairement pas ça. On a les squigs qui s'en rapprochent. Maintenant le problème des squigs c'est qu'ils ont quand même perdu 1 de valeur d'armure, donc en fait, enfin de sauvegarde, donc c'est compliqué quoi. Exactement, donc à voir si on trouvera des chartes de bataille qui ont des effets en début de phase de combat qui synergisent avec une retraite. Peut-être début de phase de combat donner une amélioration et ensuite je pars. Voilà, c'est peut-être le seul intérêt qu'on y trouvera. Ou, au cas où, un héros totem, on aura cette latitude pour fuir quand on se fait agresser ou pas. Le vrai problème, c'est qu'il y en a quand même 2 à côté qui sont assez solides. Eh oui. Donc on ne peut pas s'empêcher de les mettre en comparaison. On va passer tout de suite aux artefacts de pouvoir, donc les trésors troglodytes. Le premier, la cagoule moite, soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent cette unité, sans précision, donc ça marche au tir et au corps à corps. Oui, bon, c'est excellent. Tout malus, que ce soit à la touche, ou à la blessure, ou à la perforation, sont bons à prendre. Donc on pense notamment aux héros Trog, ou Trogoth, ou avoir un -1 hit, mine de rien, ça permet d'améliorer fortement la longévité, parce que ce sont des profils qui n'ont pas spécialement de protection, ou qui n'ont pas des sauvegardes très très élevées, parce qu'on est surtout sur de la figurine à poil, excusez-moi du terme. C'est clair, et on verra qu'il y a d'autres synergies au niveau des unités qui peuvent être assez intéressantes. Le deuxième, une fois par bataille à la fin de n'importe quel tour, choisissez comme cible un héros ennemi en mêlée avec cette unité. Sur un de plus, autant de dégâts mortels lui sont infligés. Bon. J'aime bien, moi. C'est assez faiblard. Vous allez pouvoir... En fait, c'est une fois par bataille à la fin de n'importe quel tour. Le problème, c'est sur qui on va mettre ça. On a envie de mettre ça sur potentiellement un petit héros, mais il va se faire sécher.
En fait, le truc, c'est que finalement, si t'as un gros héros, bah tu vas juste lui mettre la cagoule moite et puis voilà en fait. Ouais, t'as raison, c'est un peu anti-synergique. Après, on peut peut-être se dire que si on n'a pas de héros vraiment efficace pour porter la cape moite, on donnera par des... Cagoule par contre, c'est pas une cape. Ah, excuse-moi. Ah oui, d'accord. Bon. Ok. C'est affreux, une cagoule moite. Exactement. Ah, c'est des gobelins. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais on peut. Moi, je vois des scénarios où, en fait, on n'a rien de mieux à faire, où on le donne à un petit héros gobelin, ça peut servir. De toute manière, l'adversaire va pas tourner autour. Et le tour où on sortira le petit 5 ou le petit 6, bah, ça peut être rigolo, mais c'est comme toutes ces mécaniques-là qu'on a pu voir dans les précédents tomes de bataille ou index. Bon, on ne les joue que si on n'a rien de mieux à rentrer. Ouais, globalement, les effets une fois par bataille, si c'est pas du niveau de bel accord, c'est compliqué à rentrer, surtout quand c'est une optimisation et que Ouais. ça se fait au détriment d'autres choses. Le dernier, le bouclier crevard grimaçant. Chaque fois qu'un jet de touche non modifié pour une attaque qui cible cette unité est un 1, infligez un dégât mortel à l'unité attaquante après que l'aptitude d'attaque a été résolue. Oui, alors c'est une mécanique qu'on a déjà vue dans d'autres tomes de bataille. Ouais, avec le jet Burstlit notamment. C'est Oui. vrai. Ouais, pas que, et je crois bien qu'en Ossiarch également, on a la même mécanique qu'on peut donner à un Cavalos. Donc moi je trouve ça vraiment pas ridicule, ça permet d'aller punir tous ces packs d'unités type Ghoul, Saturation. type Clan Rats, Night Radeclan, Night Hunt, où en fait bah, vous envoyez un héros, vous essayez d'optimiser en fait le combat de range, la portée de combat pour que tous les modèles soient obligés de vous frapper. Et en fait, mine de rien, eh bien, votre adversaire va faire ses 8, ses 10-1, et vous allez prendre un bon échange. Ouais. D'autant plus qu'avec l'arrivée des nouvelles figurines Villeband, eh bien, on a accès à des héros avec des énormes socles Ouais. pour probablement, j'imagine, pas trop cher. Ouais. Et donc, ça permettra vraiment d'envoyer au casse-pipe, Ouais. de se dire, bon, voilà, moi j'ai fait mes blessures mortelles en phase de mouvement, on verra par la suite quand on verra la charte. Ensuite, tu vas me frapper, je vais probablement mourir, mais t'inquiète pas, Tu vas prendre quelques pains. tu vas prendre quelques pains, et moi ça me va très bien. Ouais, c'est assez intéressant. Encore une fois, je trouve que le premier est tellement fort que malheureusement Ouais. ça souffre un petit peu de la comparaison. En tout cas, c'est tout pour les optimisations. Pas énormément de nouveautés là-dessus. On attaque tout de suite le domaine de magie qui lui pour le coup a changé, qui s'appelle le domaine de la moite froidure. Oh, c'est Kams. Pardon. On commence avec le premier, mauvais présage. Choisissez un sorcier de ville du fiel obscur pour lancer ce sort, puis faites un jet de lancement de 2d6. Jetez un dé, sur 1 de rien ne se passe. Sur 3-5, la phase de la mauvaise lune passe à la phase suivante. Sur 6, on choisit où ça va. À noter que c'est le sort illimité du domaine. Et ça, c'est très 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 plaisant. Oui, donc concrètement, vous l'aurez vu avec l'illustration donc au début de cette revue, il faut prendre en fait la lune comme les 4 points cardinaux et se dire que concrètement quand vous allez partir d'un cran, eh bien si jamais vous bougez de 1 dans cette roue, ça ne va pas vous permettre de revenir récupérer votre effet Ouais. Avant 3 tours. Avant 3 tours, sauf dans le cas où vous faites plusieurs sorts donc illimités, ce qui va vous permettre d'avancer plus, ou vous avez de la chance et vous jetez votre petit 6. Ouais. C'est bien dans le sens, moi j'aime bien le fait qu'on ne puisse pas reculer, parce que reculer ça aurait concrètement amené à jouer 2-3 occurrences de sorciers juste pour en fait lancer ce sort tant qu'on n'a pas reculé la roue pour récupérer l'effet qui nous intéresse, parce que actuellement on va dire que les constructions de liste tournent autour de, on va dire, sous ce qu'on appelle, je veux dire, sous allégeance, donc soit des trolls et des squigs, soit on va avoir des trolls et des lune clans, etc. Donc j'aime bien, ça évite de tomber dans ce côté, j'aurais systématiquement ma lune, qui aurait été peut-être trop fort et un peu frustrant pour l'adversaire. Donc c'est un bon sort illimité qui après, hormis ce bonus, n'a pas d'impact actif sur la partie. Donc il faudra surtout réfléchir au moment où vous construisez votre liste. J'imagine très bien le match-up Gloom contre Gloom. Ouais, exactement. Où en gros, le but sur deux armées qui jouent pas du tout les mêmes archétypes, de spammer la lune pour la mettre où on a décidé nous, bah, c'est marrant. Bref, en tout cas, c'est assez cool. On verra qu'il y a d'autres mécaniques pour placer la lune exactement où on veut. C'est assez plaisant, je trouve ça beaucoup plus interactif, beaucoup plus intéressant de pouvoir déplacer la roue. On avait la même chose en Nurgle à l'époque, on avait une roue, il y avait des optimisations qui vous permettaient de l'avancer d'un cran une fois par partie, etc. Ça donne, je trouve, vachement de
de profondeur, puisque même au niveau de la construction de liste, vu qu'on va à chaque fois activer 2 facettes, bah en fait ça va vous pousser à jouer quelque chose d'un petit peu plus diversifié. Il y a un moment où vous allez être moins bon, maintenant si vous arrivez à l'avancer, etc., ça peut être très chouette. On passe au suivant, les spores mordants de valeur de lancement de 7. Choisissez un sorcier ville du fiel obscur, il va pouvoir prendre 3 unités ennemies qui sont à 12, jeter un D3 pour chaque cible, sur de plus c'est la valeur en blessure mortelle. Je n'aime pas du tout. Alors, premier... C'est court 12. Ouais, déjà valeur de lancement de 7. Donc c'est une... On va dire une valeur de lancement neutre, mais pas si simple à achever si jamais vous n'avez pas de bonus. Ensuite, 12, c'est extrêmement court. En plus, il faut être visible, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas cacher votre petit gobelin derrière un mur, etc. Et enfin, on est sur une mécanique où si vous faites 1 ou 2 avec votre jet de D6, vous allez faire 0. Donc je pense que c'est un sort que vous allez utiliser très rarement, ou dans le cas où vous devez finir une unité pour vous sortir du corps à corps, ou pour faire une tactique. Mais concrètement, ce qu'on va retenir, c'est le sort illimité, puis le sort qui arrive. Ouais, puis en fait, le truc, la vraie raison, c'est que on est quand même sur une version où on n'a pas forcément autant de héros qu'avant, donc vous n'avez pas 6 sorciers, et très clairement, vous avez un domaine de magie où vous avez des trucs bons, vous avez des sorts de War Scroll qui sont bons, et vous avez un domaine de manifestation qui est très bon. Donc en fait, bah, vous n'avez pas Nagash, il va falloir faire des choix, vous n'avez pas lancé 9 sorts par tour. On passe au dernier, la main de Gork, emblématique, on prend une unité entièrement à 12, on la set up. Enfin, on la place entièrement à 24 du lanceur, à plus de 9 des unités ennemies. C'est très solide, valeur de lancement de 7. C'est une pression constante, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, c'est un sort qui est super agréable, notamment parce que on a les Trogoth, on va avoir les Luneclan également, qui n'ont pas une mobilité incroyable. On n'a pas besoin de téléporter des squigs, même si ça reste toujours une menace. Tour 1, attention, je suis loin, mais je peux téléporter mes squigs. Donc, on va apprécier ce sort qui, en fait, est un must-have. Dans toutes les armées destruction qui l'ont, et on est très content encore une fois de l'avoir juste pour ce sort en fait. Et le limité, on jouera, je pense, au moins 2 niveaux de sorcier par armée, peut-être 3. Surtout qu'on a en plus la possibilité d'aller chercher des bonus au lancement de sort, donc, et ne pas oublier les places de pouvoir également. On a des sorciers qui ont de la mobilité, que ce soit avec les Krogaragnes ou notamment les Krogaragnes, soit par la téléportation les avec exactement, donc les Ragnarok, et la téléportation avec les petits chamans à pied. Avant de passer aux unités, on attaque tout de suite le domaine de manifestation. On vous a parlé un petit peu de la magie, même si c'est pas nécessairement dans l'ordre des chartes d'unités, on trouve que ça fait un petit peu plus sens. Donc on va commencer avec le premier, la convocation de méga mousseron de Mork, qui a donc une valeur de lancement de 6. On va vous faire très simple, c'est un anti-horde, 6 points de vie, sauvegarde à 6. Choisissez comme cible jusqu'à 3 unités ennemies à 6 de cette manifestation. Pour chaque cible, jetez autant de dés qu'il y a de figurines dans l'unité qui sont à 6 pouces de cette manifestation. Pour chaque 5+, une blessure mortelle. A noter que je l'ai pas dit, il se place entièrement à 12 du lanceur de sort. Ouais, donc manifestation extrêmement puissante, très très menaçante sur toutes les armées un peu de horde. Alors, attention, faites attention, on ne jette pas un dé pour chaque modèle de l'unité, c'est bien les modèles à 6 pas. J'ai failli dire, il y en a pas mal qui oublient la petite précision. Oui, et en fait il y en a pas mal qui oublient la petite précision, ce qui change quand même pas mal la donne, parce qu'avec une invocation à 12 pas, eh bien c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher 3 unités de manière optimisée. Ça reste quand même une super menace qui en plus le fait à n'importe quelle phase de tir, donc vous êtes obligé de le gérer. Soit en essayant en fait de bannir à votre tour la manifestation, mais c'est toujours embêtant parce que vous perdez un sort, soit en mettant des ressources dessus. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est une excellente manifestation. Ouais, c'est clair, on va passer au deuxième, la convocation de nuée grouillante. De la même manière, valeur de lancement de 6, elle se place entièrement à 12. Elle a 8 de mouvement, 6 points de vie, sauvegarde à 6. Elle a un passif, cette manifestation peut passer par-dessus les éléments de terrain comme si elle avait le mot-clé vol. Cette unité a une protection à 4 tant qu'elle est entièrement à 12 d'une ou plusieurs Ragnarok amis. Ouais, bon petit sort de manifestation qui a surtout l'avantage d'avoir un socle assez énorme et une grosse empreinte au sol. Qui a été quand même bien calmé par rapport à sa mouture précédente. Ah oui, tout à fait, la mouture précédente. On le plaçait à l'autre bout de la table, à côté des décors, etc. C'était infernal. Donc là on a une protection à 4 quand on a une Ragnarok qui est à côté, c'est sympa. Maintenant on a pas trop vu sur table d'Aragnarok, même si on pense que c'est vraiment pas si mauvais comme War Scroll, comme charte. C'est une bonne manifestation qui va permettre en fait d'aller titiller l'adversaire
empêcher, ça aura le mérite aussi de repousser donc les frappes en profondeur, les sorties de réserve. Ouais. Voilà, ce sera son principal intérêt. Exactement, on va passer au suivant, donc c'est la convocation d'Arachna Chaudron de Grouilfonte, valeur de lancement de 7, on le met entièrement à 12 à plus de 9 des unités ennemies, et lui, c'est pas compliqué, il est absolument génial, 6 points de vie, save à 5, 6 de valeur de mouvement, il tape de manière tout à fait normale mais c'est pas son point, son point surtout c'est à votre phase de héros, choisissez comme cible un sorcier ville du fiel obscur ami à 1 pouce de cette manifestation, ce qui veut dire qu'on peut le faire au moment où on le lance. Ajoutez 1 au niveau de puissance de la cible jusqu'au début de votre prochain tour. On n'oublie pas, on peut le coupler avec l'optimisation qui nous dit que si on est déjà sorcier, on lance les sorts à +1, ce qui veut dire que vous allez rajouter un sort à votre valeur de niveau de sorcier et qu'en plus vous allez rajouter 1 à ces lancements de sorts si vous prenez l'optimisation. Ouais, bah super fort parce que comme tu l'as dit, ça permet d'augmenter le nombre de sorts avec des sorciers qui ont déjà des bonus au cast. Ouais. Ça suit le sorcier en plus. Ça suit le sorcier, c'est aussi très fort avec la construction Trogoth où tu vas avoir un Trogoth qui va passer sorcier de niveau 1 et qui en plus va gagner un sort niveau 2, ce qui va lui permettre de faire et la téléportation et le sort illimité que tu vas vouloir aller chercher parce que l'effet pour les Trogoth est quand même extrêmement puissant. Donc c'est un mouvement de 6 uniquement, ce qui pourrait faire qu'il aurait un peu de mal à suivre une Ragnarok avec Shaman. Maintenant, ça peut courir. Hein, voilà, pareil. exactement. Ne pas oublier que les manifestations qui ont du mouvement peuvent courir. Ouais. Donc en fait, il vous faudra faire votre 3 à la course et vous le ferez sûrement avant votre Ragnarok. Oui. Donc vous ferez en sorte de toujours avoir votre petit chaudron. Oui, et puis à noter qu'en fait, les unités peuvent passer à travers les manifestations, donc vous allez le mettre juste devant la Ragnarok va avancer, ça va courir derrière, vu la taille du socle, normalement ça devrait plutôt bien se passer. Et on passe à la dernière, la lune malveillante, valeur de lancement de 7, très très sympa, entièrement à 12 à plus de 9 des unités ennemies, 12 de mouvement, c'est pas anecdotique, 6 de sauvegarde, 6 points de vie. Les unités de ville du fiel obscur ami sont affectées par les 4 facettes de la mauvaise lune, tant qu'elles sont entièrement à 12 de cette manifestation. Grosso modo, ça a remplacé l'effet du Louvre-tuaire de la mauvaise lune qui existait avant, sauf que là, c'est encore mieux, ça se déplace. Donc un effet qui est quand même super pertinent parce qu'il va vous permettre de faire le pont entre en fait, les tours où vous n'avez pas votre lune avec le trait de bataille classique, et les tours où vous allez faire avancer votre roue pour récupérer votre effet. Donc valeur de lancement qui est ok, une belle mobilité qui va vous permettre tout de même de suivre vos squigs. Ou d'aller prendre dans vos bulles des unités qui auraient été téléportées. Donc, honnêtement, c'est super intéressant. Je pense qu'il est d'autant plus indispensable que le décor de faction a perdu cette règle. Eh oui. Mine de rien, Skragoth, alors on attaquera par la suite, mais il était quasiment indispensable, je pense, avant. Maintenant, le fait qu'il y ait ce sort illimité qui permette de replacer la lune, il reste bon, il est peut-être un petit peu moins indispensable. Donc en fait, en jeu d'équipe, je pense que le domaine justement Gloomspite est particulièrement intéressant parce que vous allez laisser à disposition les autres domaines de manifestation qui sont extrêmement puissants. Pour rappel, en général, on est capé à 2 fois le domaine de manifestation pour 8 joueurs. Donc avoir un domaine de manifestation fort dans son tome de bataille, c'est toujours excellent. Ouais, et je pense même qu'en solitaire, vous allez le jouer tout simplement parce que vous en solitaire en joueur abandonné, sans équipe. En solitaire, vous allez tout de même le jouer car vous n'avez pas spécialement besoin en fait des autres domaines de manifestation et que celui-ci est vraiment très puissant parce qu'il va synergiser avec votre armée, peu importe ce que vous allez jouer, et en plus vous allez avoir du choix. Et donc je pense que ça vient clôturer un peu cette bulle sur la nouvelle mécanique de la lune où Games Workshop vient nous dire ok, on avait cette mécanique de je commence dans un coin, je vais au milieu, c'est très aléatoire, c'est pas incroyable. C'est très stéréotypé. Ouais, c'était toujours à peu près la même chose. Vous le mettiez dans un coin, dans la diagonale où vous saviez selon le déploiement que vous allez vous diriger, et après c'était au petit bonheur la chance, concrètement, modulo Skragoth. Ici, Games en fait change radicalement l'effet. Ça va être de la gestion, puisque déjà vous n'avez plus avec votre décor, donc ça c'est pas automatique. Par contre, vous l'avez toujours avec votre domaine de manifestation, donc ça va vous permettre de le mettre là où vous en avez réellement besoin, et de faire le pont entre ces phases où vous n'aurez pas votre bonus parce que la roue aura avancé. Plus ce petit sort qui va vous permettre de tempo un peu et d'avancer, moi je trouve ça super intéressant parce que concrètement, ce que nous dit Games, c'est que vous pouvez systématiquement avoir votre effet de bonus, bon, modulo, passer vos sorts, etc. Ça, on l'entend. Mais en tout cas, si vous construisez votre liste pour avoir systématiquement 3 sorciers de niveau 1, ça va être payant. Bah en fait, vous allez, en théorie,
presque tout le temps à avoir votre bonus sur les unités où le bonus sera essentiel. On va tout de suite attaquer avec les chartes d'unités. À noter quand même, on tient à vous dire qu'on a dit qu'on allait essayer de faire cette analyse en français, et finalement on trouve que c'est un exercice assez intéressant, parce qu'on se rend un petit peu compte quand même qu'on avait tendance à utiliser pas mal de mots anglais, et pas uniquement pour les mots-clés. C'est vrai. Donc c'est un exercice, soyez indulgents, on fait du mieux qu'on peut. Oui, On attaque tout de suite avec la charte de Kragnos, le glas des empires. On va pas vous le refaire en 50 fois, grosso modo, il ignore les sorts sur 1-3+, il a son effet anti-monstre que vous pouvez voir en rapport de bataille où je fais que des 7 d'affilée, résultat je mets 0 blessure mortelle, mais grosso modo vous multipliez les dés si vous faites pas 7, et surtout, sa règle emblématique qui est de pouvoir à votre tour entièrement à 12 faire charger à 3d6 les unités. Bon, là il y a eu un petit trou, c'est-à-dire que c'est marqué comme un passif, ce qui veut dire que ça marche à votre phase de charge et au contre-charge. Bon, je pense pas que ça soit volontaire, très certainement le bouquin a été écrit avant que la fac passe pour le mettre uniquement à vos phases de charge, ce qui est normal parce que les contre-charges à 3d6, et j'en parle même pas en Ogre, le redeploy contre-charge à 3d6 c'était un petit peu trop. Bon, c'est un Warscroll qui est extrêmement solide, qu'on n'a pas beaucoup vu en tout début de V4, et qu'on a vu apparaître quelques mois après dans des listes type Cruel Boys, Ogre, et c'est un châssis qui est très solide en V4. Ouais, tout à fait. Donc, en tout cas, en ville du Fiel Obscur, on ne l'a pas du tout vu parce que ce n'est pas un Battle Tom qui souffre d'un manque de mobilité. Ouais. Parce que ce qui agresse, eh bien, ce sont les squigs. Et les squigs ont déjà une belle mobilité. Et les trogs sont capables d'agresser, mais sont plutôt dans un rôle d'enclume. Donc vont venir se poser et vont venir se faire charger. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu dans des listes ville du Fiel Obscur. Pour autant, je pense qu'il pourrait trouver sa place. Probablement pas avec les villes bandes. Je pense qu'ils ont déjà une belle mobilité. Mais en tout cas, si on le souhaitait, on pourrait faire des listes vraiment très agressifs avec Kragnos et les Squigs, je pense. C'est clair. Donc un bon châssis qui n'a pas changé. On attaque tout de suite Skragrott, le roi loup. Au niveau de son châssis, il n'y a rien de particulier. Il a quand même une arme de mêlée en 4 attaques en 3-4, moins 1 dégât des 3. Bon, ça arrache quand même quelques petits points de vie à droite à gauche. Sa capacité emblématique, une fois par bataille, vous allez pouvoir choisir que la lune reste dans sa position. Bon, alors c'était extrêmement fort avant, notamment lorsque vous étiez au milieu de table, si vous arriviez à faire un 4+, parce qu'en fait c'était toute votre armée qui bénéficiait pendant 2 rounds de bataille de tous les effets de la lune. Maintenant, malheureusement, parce que pour la suite c'est pareil, il a toujours son sort, portée 18, on jette autant de dés que la valeur non modifiée, 3+ une blessure mortelle, et on a également le redéploiement gratuit, entièrement à 12 de lui pour les unités Lune Clan. Bon, sa capacité emblématique c'était clairement de pouvoir placer la lune, il était le seul à pouvoir le faire. Maintenant, on a un sort illimité, avec un domaine de magie qui est bon, un domaine de manifestation qui est quand même solide. On n'oublie pas, il a quand même une ward à 4, c'est un sorcier de niveau 2. Malheureusement, il a plus son +1 déjà depuis l'index. On a d'autres sorciers à côté qui ont un +1. On a un sorcier qui a un +1 natif, qui a la possibilité d'aller chercher un +2, lanceur de sort de niveau 2 avec la bonne manifestation. Je le trouve de plus en plus compliqué à justifier, le petit garçon. Ouais. Bah alors après, son avantage dans ce nouveau tome de bataille, c'est qu'il va vous permettre de garder votre effet sur le binôme de sous-allégeance pendant 2 battle rounds, ce qui est quand même extrêmement fort. À part ça, c'est vrai que bon, c'est dur de le défendre. À voir combien le petit loustic va coûter. Parce que ça reste un sorcier de niveau 2, qui a pas une énorme empreinte, qui a un bon sort de signature. Mais comme ça, de prime abord, on a quand même l'impression qu'on n'ira pas beaucoup le chercher. Ouais, je pense que si le sort illimité du domaine n'avait pas été ça, il aurait été hyper important parce qu'on a besoin quand même de placer la lune là où on a envie, dépendamment de la liste qu'on joue. Malheureusement, là, c'est un sort qui passe à 6, souvent à 5, parfois à 4. Bon, c'est un petit peu plus compliqué. On va passer maintenant au châssis suivant, le Louvre Boss. Un petit châssis de piéton, 5 attaques en 4-4, moins 1 des 3. Une capacité, on va les frapper, qui permet, une fois qu'il a tapé, de prendre une unité d'infanterie Loot Clan qui va taper dans la foulée, sans bonus malheureusement. Et à votre phase de héros, choisissez comme cible une unité de Troueur Lune Clan ami visible qui est entièrement à 12 de cette unité. Sur un de plus, choisissez un des effets suivants. Si la cible n'est pas en mêlée, on peut ramener des 6 figurines tuées. Sinon, ajoutez un au jet de blessure pour les attaques de la cible jusqu'au début de votre prochain tour. C'est monstrueux. Ouais, bah c'est très fort, donc quand même petite limitation, il ne faut pas être engagé, donc on ne pourra pas retreat puis faire ce de plus. Donc ça c'est bien, parce que je pense que ça aurait été beaucoup trop fort, avec les troueurs notamment, et les archers.
Mais on a 2 effets qui sont bons, qui se font à 12, ce qui est assez simple à faire avec les socles des gobelins, et sur un 2+. Donc on n'aime pas ces capacités avec des jets de dés, mais 2+, C'est acceptable. c'est ok, c'est acceptable. Un qui va permettre de garder de l'attrition en faisant revenir des modèles, et l'autre qui va permettre d'améliorer un petit peu, beaucoup même, votre stat au corps à corps, et on verra par la suite que notamment les troueurs sont capables d'aligner énormément d'attaques, qui ne sont pas très menaçantes, mais encore une fois, quand on va jeter 120 dés, voire 160, et bien plus 1 blessure, ça lisse quand même énormément la stat des jets de sauvegarde que vous allez faire à votre adversaire. C'est clair. A noter en plus que cette capacité est à votre phase de héros, mais c'est pas une fois par armée, donc on peut en jouer 2, on peut aller cumuler des effets. Honnêtement, je trouve ça vraiment très très bon. À voir si on peut pas rentrer un gros perso pour le rentrer en petit héros de l'unité, pour en plus le faire bénéficier d'une garde d'honneur assez sympathique. Bref, honnêtement, c'est un petit piéton hyper intéressant, hyper synergisant. Avoir la possibilité de pouvoir en jouer 2, c'est très bon. On attaque tout de suite les Gobapalooza qui ont terrorisé, grosso modo, ce Battle Tome, enfin pas trop ce Battle Tome, mais les autres armées depuis très longtemps pour de multiples raisons, soit des buffs, soit des écrans de luxe qui pouvaient revenir sur du 4+. Bref, passons. On attaque tout de suite. Leur passif, au premier round de bataille, cette unité a une protection A4. À chaque round de bataille, ça se dégrade. Et enfin, une fois par tour pour l'armée à votre phase de héros, jetez un dé sur 3+. Choisissez un des effets suivants. Choisissez une unité de ville du fiel obscur ami à portée de mêlée de cette unité. Ajoutez 1 au jet de course et de charge jusqu'au début de votre prochain tour. Poison perfide, choisissez une unité de ville du fiel obscur ami à portée de mêlée, ajoutez 1 à la caractéristique de perforation des armes de l'unité choisie jusqu'au début de votre prochain tour. Et enfin, le dernier, choisissez une unité ennemie visible à 12 de cette unité, pas d'ordre. Bon alors, que dire, charte qui est exactement la même que dans l'index, qui, comme tu l'as dit, martyrise tous les adversaires parce que cette charte est juste trop bonne. Ouais, donc une très bonne unité, notamment vis-à-vis de la règle de ralliement, puisque, on rappelle avec l'optimisation qu'on a vue tout à l'heure, vous pouvez jeter plus 3 dés, donc potentiellement lancer 9 dés pour rallye, une unité qui au premier round de bataille va avoir une ward à 4, et après à 5 puis à 6, c'est un écran de luxe absolument monstrueux qui se paye le luxe d'être sorcier. Ouais, bah ouais, tout à fait. Et donc, mais pas héros. Donc il revient par la lune. Ouais. Tout va bien. Non mais tout va bien, non mais ce War Scroll est extrêmement fort, j'aurais apprécié qu'il soit unique en fait, pour être tout à fait franc. Oui. Et ça aurait été très bien, on a vu des moutures de liste qui ont joué 3 voire 4 fois, ce qui est beaucoup mais qui honnêtement est justifié parce que l'effet est super fort, c'est une occurrence de sorcier, tu as un contrôle d'objectif de 2, tu ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas l'unité de 5 compte pour 10, donc est capable de contester les monstres légendaires d'Age of Sigmar. Tu as une ward à 4 avec 3 PV, mais c'est d'une tankiness. Au tour 1, vous essayez même pas de les frapper. Et peu importe ce que vous avez. Donc, non, excellente unité. J'ai pas l'impression que le tome de bataille a besoin de cette charte pour vivre. Ce n'est pas un tome de bataille comme les filles de Kane où tu as besoin de Moratti pour véritablement vivre ou survivre. Donc, voilà. J'aurais aimé voir peut-être un mot-clé unique, un mot-clé unique ou un rééquilibre, parce que à voir, peut-être que ça se fera via les coups en point. Mais en tout cas, bon. En plus, on n'a pas beaucoup parlé du dernier Battle Scroll typiquement, mais c'est vrai que le problème des Lune Clans globalement, c'est que ça bouge pas trop. Quand vous allez récupérer quasiment 50%, 40% pour être précis, de mobilité en ayant un +2 avec une garde d'honneur, et autant dire que les villes du fiel obscur n'ont pas de problème pour aller chercher un petit héros qui va pouvoir avoir la garde d'honneur. Bon, c'est extrêmement balèze, c'est une unité qui est très forte. À voir, je pense que c'était bon, on continuera à l'avoir, avoir une ward A4 en début de partie pour temporiser les Alpha Strike dans un méta où finalement il n'y a pas énormément d'écran. Bah, c'est monstrueux, tout simplement. On passe au suivant, le chaman fongoïde. Il a des profils de corps à corps tout à fait normaux. Sa capacité, c'est d'être un sorcier de niveau 1 qui, une fois par partie, va dire au fait, je suis sorcier de niveau 2. Ouais, tout à fait. Bon, on le fera en étant à côté d'une place de pouvoir. Bon, il n'y a rien à dire. C'est un sorcier de niveau 1, voire niveau 2, pas cher. Pour les tours où vous allez avoir besoin de lancer beaucoup de sorts ou de manifestations. Bon, on est content. Et comme tu le dis, c'est une bonne cible potentiellement pour avoir la garde d'honneur qui permet d'avoir un mouvement amélioré pour peu qu'il puisse être lieutenant. C'est clair, donc
un bon sorcier polyvalent. On passe maintenant au Sournifleur, donc l'unité de buff par excellence. Les profils de corps à corps, rien de particulier, c'est de la petite saturation qui touche mal, qui blesse mal, dégâts 1. Par contre, une fois par tour pour l'armée à votre phase de héros, si cette unité n'est pas en mêlée, choisissez comme cible une unité lune clan ami visible qui est entièrement à 12. Jetez un dé, ajoutez 1 si la phase de la mauvaise lune est sur ricanant. Sur 3+, la cible a une protection à 5 jusqu'au début de votre prochain tour. Sur 6 ou plus, ajoutez également 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de la cible jusqu'au début de votre prochain tour. Bon, on va pas se mentir, c'est monstrueux sur les stabas. Sur les troueurs. Oui. Effectivement, sur les troueurs, c'est très très bon parce qu'on peut avoir 40 points de vie en sauvegarde à 5 de base. Sur du 2+. Hein. Sur du 2+, hein, si vous avez la bonne phase de la lune. En prévision d'un double tour adverse, c'est très très bon. Ouais. Notamment si vous jouez dans cette sous-allégeance qui vous permet de faire un mouvement d'engagement à la fin du tour, en plus de faire des blessures mortelles. Ouais. Si jamais vous faites votre 6+, ou 5+, avec la lune, vous allez donner plus une attaque sur une charte qui a 40 modèles. Donc on parle de 40 attaques en plus, et là on commence à voir arriver des synergies avec le petit héros à pied qui va venir donner peut-être un +1 blessure. On va monter à 160 attaques par tête. Et là, on va commencer alors, pas par tête, mais... mais oui, unité. Tu as raison. Ne t'emballe pas. Je ne m'emballe pas. Il vient de commander 160 stabas, là, il brille un petit peu. Par unité. Non, mais quand vous faites les statistiques sur 160 attaques en 4-4, et on peut aussi mettre un -1 à la perforation via une mécanique, dégâts 1, eh bien vous pouvez simplement péter la binette. J'aime bien ce terme, casser la binette, vous connaissez ça? Non, je connais pas. Bon, et bien vous pouvez simplement péter la tronche aux chartes les plus résistantes de la méta. Ouais, donc honnêtement, un très bon War Scroll qui devient très fiable grâce à la présence de la lune que vous allez choisir, que vous allez maîtriser et que vous allez aussi pouvoir diriger. C'est très bon. On passe maintenant aux fous furieux, les fanatiques crabouilleurs. 2d6 de mouvement, sauvegarde à 6, 1 point de vie, 1 de score de contrôle. Pour chaque figurine, c'est D6 attaques en 4, 3, -2, dégâts des 3. Leur capacité, c'est d'être mis au moment du déploiement dans une unité de lune clan. Donc, grosso modo, soit les archers, soit les troueurs. Et à n'importe quelle phase de mouvement, vous allez les sortir, les mettre entièrement à 6 de l'unité, à plus 9 des unités ennemies. Et pourquoi c'est bon? Tout simplement parce que cette unité a en passif de frapper en premier. Ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser de manière défensive si l'adversaire n'est pas collé à vous. De manière dissuasive pour lui dire bah si tu viens je vais prendre une bonne trentaine de parpaings en moins de 3, j'ai pas adoré, ou sinon de manière offensive pour aller faire des gigatrous en utilisant la projection du mouvement, l'ATP puis le fait de les faire sortir pour arriver directement à 9 des unités ennemies super loin sur le champ de bataille. Par contre c'est de la sauvegarde en slip. Ouais exactement, donc super létal, on peut les améliorer avec toutes les mécaniques qu'on a vues précédemment, donc potentiellement les faire passer à perforation -3, leur donner +1 à la charge, ce qui est pas mauvais quand vous les faites sortir au tour adverse et que vous avez une contre-charge à 8, avec un potentiel de frapper en premier en jetant potentiellement 10 D6, même -2 D3, on y réfléchit très fortement hein, quand on charge, donc j'aime beaucoup, en plus on a la flexibilité. Si on joue beaucoup d'unités Lune Clan, de les faire sortir. À noter qu'il faut bien 10 modèles, donc attention à pas se faire savater ces packs, mais en théorie vous n'aurez aucune difficulté à les faire sortir. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça rajoute du punch dans une potentielle liste où on jouerait beaucoup de Lune Clan. Et on rajouterait un pack de 10 ou même par 5. Franchement, comme tu frappes en premier, ça fait de la menace. Et honnêtement, même en les gardant, si votre adversaire n'a pas de tir, vous n'avez même pas besoin de les cacher en réalité. Hein. Ouais, honnêtement, c'est hyper balèze. On n'oublie pas les synergies vis-à-vis notamment des Gobapalooza qui empêchent les ordres. Ça veut dire potentiellement pas de redéploiement ou alors pas de all-out defense, pas d'attaque en règle, pas de défense en règle. Moi j'ai joué contre ça, heureusement que j'étais en Nurgle, je suis arrivé en save à 2, ward à 5, c'est ce qui m'a sauvé. Mais le truc c'est que le moindre craquage sur des D6, bah, je l'ai vu en fait. Hein. Il y avait, au final, je me suis pris je crois 35 saves, Rennes -2, dégâts des 3. Heureusement c'était Andrea sur les 20 D3, il a fait genre 25. Mais sinon c'était dur quoi. Donc non, honnêtement c'est une bonne unité, c'est hyper dissuasif, ça revient par la lune. En contrepartie, c'est en slip, mais en même temps, c'est bien caché. Voilà. Ouais, tout à fait.
Donc on est content d'avoir cet outil dans ce tome de bataille. On attaque maintenant les Fanatiques Sporuleurs. C'est exactement le même châssis que les copains, sauf que c'est D3 attaques en 3-4 moins 1 D3. Là, c'est vraiment les Fanatiques de buff. Donc grosso modo, au début de leur partie, ils vont pouvoir faire un espèce de mouvement d'avant-garde du classique. Et enfin, ils ont un passif ajouté 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée des autres unités Lune Clan Ami, tant qu'elles sont entièrement à 12 de cette unité. Soustrayez 1 à la caractéristique d'attaque des armes des unités ennemies, tant qu'elles sont en mêlée avec cette unité. C'est une plaie. Ouais, en fait c'est une... T'aimes ça dans des élus ou pas? Ouais, bah non mais c'est bon dans... c'est globalement bon dans tout ce qui est fort dans la méta actuelle. Il n'y a pas de débat. On a un effet offensif et défensif. Que demande le peuple? Le mouvement de début de partie permet en fait de les mettre devant, soit de les reculer ou de les avancer, dépendamment de la mobilité de l'adversaire. S'il est très mobile, vous les avancez, bon, vous les sacrifiez, mais au moins vous préservez le reste de votre armée. Dépendamment du 2d6 et tout. Ouais, non, mais je veux dire, vous pouvez les faire reculer, vous pouvez faire plein de choses, c'est quand même super agréable. Et donc, les deux moutures qu'on nous propose ici peuvent vraiment être jouées dans toutes les listes qui vont avoir... simplement qui vont avoir cette synergie avec le mot-clé Lune Clan. Et on a beaucoup enfin globalement à part les squeaks et les trolls, tout est enfin quoique maintenant on a les Villebandes. Les Villebandes ne vont pas en bénéficier, mais de toute manière c'est pas eux avec qui vous avez envie de faire synergiser cette charte. Donc honnêtement un très bon châssis. On va passer maintenant vraiment aux unités de cœur des Lune Clan, à savoir les troueurs et les archers. On n'est pas sur des foudres de guerre par châssis, reste que quand on a 40 châssis, ça finit par tartiner. 5 de move, sauvegarde à 5, 2 attaques en 4-5, dégâts 1, et surtout un effet assez sympa contre l'infanterie, à n'importe quelle phase de mêlée sur un 3+, moins 1 au jet de touche pour les attaques de la cible pour le restant du tour. C'est pas une fois par armée, donc quand vous allez jouer plusieurs packs de Moon Clan, vous allez mettre des moins 1, vous allez voir qu'il y a un autre copain qui met des moins 1 de manière tout à fait énervée. On peut faire les archers en même temps. 18 de portée pour les tirs, 2 attaques en 4-5, dégâts 1 comme les copains au corps à corps, une attaque d'arc de Lune Clan en 4-5, dégâts 1 au corps à corps, et surtout ils ont exactement le même effet de mettre un moins 1 à la touche sur les unités d'infanterie sur un 3+, au début de la phase de combat. Alors on va peut-être commencer par dire que toutes les synergies qu'on a vues précédemment améliorent les attaques donc en mêlée, ce qui permet de ne pas voir apparaître des listes avec 120 archers où on va venir en fait augmenter le nombre d'attaques, la perforation et venir saturer l'adversaire. Bone Splitters V2 style. Exactement, merci Game Workshop. Je trouve que les archers ont quand même un intérêt. Parce que mine de rien, lancer pour un pack de 40, 80 tirs, même si on est en 4 et 5, et bah ça reste pas ridicule, on a de la variance, on jette beaucoup de dés, donc ça devrait se lisser, mais globalement, ça peut servir à poker des unités ou être et juste simplement être présent et ne pas mourir, et on peut avoir ce bonus de contrôle de score de contrôle avec la bonne sous-allégeance. De l'autre côté, les troueurs, eh bien, ont le mérite d'être 40 PV, mais aussi de pouvoir synergiser avec tout ce qu'on a vu avant. Et comme on l'a dit, quand vous allez monter à 160 attaques en 4-4, moins 1-1, et bah sur le papier ça fait pas rêver. En réalité, ça va faire des trous dans à peu près... Si jamais vous avez du très armuré, bon bah la saturation va faire que vous allez faire des PV. Et si vous frappez quelque chose qui n'est pas armuré, vous allez simplement les tuer en fait. Ouais, puis en plus vous avez quand même une résistance qui est quand même assez monstrueuse parce que on est quand même sur une V4 où on renforce pas 2 fois les unités. Donc même un pack de 10 élus, quand il va arriver dans 40 PV, en save à 4, protection à 5, potentiellement moins 1 pour toucher, mais en fait on n'a pas envie de claquer la double activation pour ça. Si on la claque, c'est même pas sûr qu'on les sorte. Et au pire, ça peut revenir par la lune pour un point de commandement. Donc c'est une vraie plaie. On n'oublie pas ces 5 de mouvement, mais avec le dernier Battle Scroll, ça peut être 7. Honnêtement, c'est très très solide. Je comprends qu'on voit pas énormément ce genre d'archétype de liste arriver, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas le plus passionnant à jouer. Reste qu'en équipe, quand on a besoin de mettre une défense solide, ça fait partie de ces armées qui ont énormément de présence sur table et qui en plus peuvent aller chercher de la mobilité via le domaine de magie, des manifestations, etc. Donc honnêtement, ça m'a l'air assez fort. Oui, et puis je pense que c'est un tome de bataille qui vraiment va pouvoir profiter de ces changements dans le manuel du général, parce qu'on n'a vraiment pas besoin d'être bas en pause, je pense. Et on peut vraiment se permettre d'aller multiplier les bataillons, parce qu'on a ces petits sorciers un peu totems qui coûtent pas très cher, qui peuvent être tout seuls, qui vont permettre de lire le déploiement adverse. Et de toute manière, on a de la mobilité sur les squigs, on a de la mobilité maintenant avec le lieutenant ou la téléportation. Et on est une armée où l'adversaire va souvent nous laisser commencer, parce que on n'a pas non plus cette mobilité pour venir impacter toute l'armée adverse tour 1. Donc c'est super, moi je trouve que ça va donner vraiment de la profondeur dans la construction de liste.
et c'est pas forcément lié à ce tome de bataille, c'est aussi lié en fait à ce changement de règles de saison qui était vraiment bon à prendre. Ouais, c'est clair, on a un très bon Battle Scroll, ça fait plaisir, et en plus vous verrez, on l'a pas encore abordé, mais les nouveautés de ce tome de bataille, pour certaines, sont excellentes. On a donc fini de la partie Lune Clan, on va attaquer tout de suite la partie Squig, qui a le bon goût d'être le même mot en français et en anglais. Donc ça devrait aller. Et surtout qu'en plus c'est le nom de la chaîne, donc ça vraiment... Quand on va arriver à l'unité, on va pas pouvoir dire que c'est le nom de la chaîne. Ce n'est pas grave, on va utiliser le nom de Monsieur Troupeau. On attaque tout de suite le lourd boss sur Squig Déchiqueteur. Alors, on n'a pas fait la revue de l'index, donc on va en profiter pour faire l'ensemble des changements. Grosso modo, 14 points de vie, D6 plus 8 de mouvement, sauvegarde à 5. Ça, il l'a perdu au moment de la V4, malheureusement. Pour moi, ça l'enterre, hein. C'est-à-dire que c'est terminé. On a du moins 1 perf au tir en face, t'es en sauvegarde à 6, c'est déjà foutu. 5 de score de contrôle, il tabasse correctement, mais tout le châssis touche à 4. C'est quand même pas incroyable, surtout que vous avez quand même les 2 tiers des blessures qui blessent sur du 4. Donc en fait ça fait juste que c'est un châssis très compliqué. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il colle des blessures mortelles à l'impact, ça c'est chouette. Quand il meurt il explose, ça c'est cool. Et une fois par bataille il peut filer un grand +1 à la touche en bulle pour toutes les attaques de gueule. A noter que c'est exactement la même règle qui était dans l'index, mais à l'époque en V3 c'était un +1 à la blessure, ce qui était sensiblement meilleur, puisque en fait on pouvait avoir et une attaque en règle et le +1 à la blesse, et grosso modo c'était quand même assez sympathique, puisque on se retrouvait avec toute l'armée qui blessait sur du 2. Bon, indépendamment du coup en points, je pense qu'avoir des héros de ce format avec une sauvegarde à 5, c'est rédhibitoire. En fait, il n'y a rien qui va, je trouve, dans ce War Scroll. On touche mal, on blesse mal, on a une perforation de 1 sur ses plus grosses attaques, qui s'améliore quand on a peu de PV, mais en réalité, on va se faire one-shot par presque... Enfin, on va se faire tuer en une fois par presque n'importe quoi. On a 14 points de vie, on save à 5. C'est ça. On peut même pas lui mettre l'amélioration qui permet de frapper puis après de partir, puisque désormais, c'est avant de frapper que vous allez partir. Je pense sincèrement que ce War Scroll ne sera toujours pas joué, et même avec les changements du Battle Scroll, puisque en fait il bénéficie pas du +1 à la touche parce qu'il n'est pas juste monstre non héros. On pourra peut-être éventuellement envisager, on verra par la suite, juste un Squig Déchiqueteur sans louvre boss dessus, mais en fait avoir une sauvegarde à 5 quand on est un héros, on n'a pas le coup en points, mais sur un truc qui vaut en général entre 260 et 340, on peut pas accepter d'avoir une sauvegarde à 5. C'est pas compliqué, ça tank comme 3/4 d'un pack de Truer Lune Clan, qui n'a aucun bonus. Je pense que c'est rédhibitoire. C'est une belle comparaison. Oui, mais en fait, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, vu qu'on touche à 4, si on a décidé d'y aller, on est obligé de mettre l'attaque en règle. Eh oui. Et donc, en fait... On le met pas ailleurs, sur le pack de 20 Squig, qui lui va balancer une horde d'attaques avec des critiques mortelles, etc. Enfin, clairement. En fait, je vois difficilement une construction de liste où on a envie de rentrer ce type de héros, parce que ça ne nous donne aucun avantage en termes d'amélioration pour les troupes à côté, et en satellite seul, eh bien ça ne va pas faire grand chose. Complètement. Je pense qu'à la limite, si on avait récupéré le +1 à la blesse en bulle, on va pas se mentir, ça aurait été toujours compliqué, mais on aurait pu y réfléchir parce qu'il amenait quelque chose de différent. Là, si c'est juste pour remplacer un ou deux au out attack, même si je sais qu'on peut pas en mettre plusieurs en même temps, ça va pas le coup. On attaque maintenant le Louvre Boss sur Squig des Cavernes Géants, D6 plus 6 de mouvement, sauvegarde à 5, comme son pote, 100 T6, 5 de contrôle, il a 5 attaques en 4-4, moins 1-2, dégâts plus 1 en charge, et des attaques de compagnon en moins 2d3, en 4-3, ce qui est quand même pas mauvais. Il a une capacité, du coup, une fois qu'il s'est activé, il peut prendre une unité de cavalerie Lune Clan, ça va être soit les Squig alliés, soit les Boingrot, il va pouvoir les faire taper dans la foulée. A noter que lui, il a perdu depuis l'index, puisque si je dis pas de bêtises, avant il filait un petit +1 à la touche, qu'il a perdu. Il était trop fort. Il était clairement trop fort. Non, alors, moi ce que j'aime bien, c'est déjà cette charte souligne le fait que la charte qu'on vient de voir était vraiment nulle. Parce que ce modèle a un score de contrôle de 5, ce qui est autant que le héros juste avant, qui lui a 2 énormes squigs. Et il a des attaques dégâts 3 en charge, là où l'autre a au mieux des dégâts des 6, ce qui en moyenne fait 3,5. Donc bon, on préfère quasiment toujours avoir dégâts 3 flat que dégâts des 6, même si effectivement c'est une menace un petit peu plus grande. Mais bon. Très honnêtement, moi je trouve que ce héros, son principal problème, c'est qu'il va venir en fait améliorer la cavalerie Goblin Squig, et qu'en fait en réalité, si vraiment on a envie de faire très mal,
bah en fait on part sur du squig, non? Je suis assez d'accord. En fait, je trouve que le fait d'avoir un +1 à la touche avant était pas déconnant parce qu'en fait, ça nous permettait d'impacter avec 2 unités, Oh, d'avoir un ouais. enchaînement, d'avoir un attaque en règle sur la deuxième si éventuellement elle s'était pas fait cogner, voire lui mettre une défense en règle. Mhm. Là, finalement, si on gagne juste le fait d'activer avec lui en premier, on va jamais mettre l'attaque en règle sur lui. On touche à 4 sur tous les profils. Non, je vois pas et je trouve qu'on le voit d'autant moins être intéressant de par le fait qu'avec la lune on puisse choper un +5 au score de contrôle, ce qui veut dire qu'en fait son 5, même s'il est monstrueux, il se fait rattraper par des petits mecs piétons. Oui. Non, j'aime pas. On passe maintenant au squeak déchiqueteur tout nu. Je pense que rien que la charte va vous faire comprendre que le Louvre Boss qui est dessus ne sert strictement à rien. Pourquoi? Même mouvement, même caractéristique de santé, 14 les deux, même caractéristique de sauvegarde. Voilà, aucun intérêt. Et même score de contrôle. Voilà. Sauf que lui, il est monstre et pas héros, Mhm. donc il peut bénéficier éventuellement de la garde d'honneur pour avoir un +1 à la touche tout le temps. Bref, il n'a pas l'aptitude qui permet d'avoir un +1 à la touche en bulle. Par contre, lui, il a un saccage qui est assez intéressant. Si cette unité est chargée à ce tour, jetez un dé sur 3+, elle peut se déplacer de 3d6, à noter qu'il vole. Mais doit terminer ce mouvement en mêlée. Grosso modo, c'est le Stonehorn volant qu'on avait avant, ou voire même le Sob avec l'allégeance de Brod. Ou les avait. Stormdrake, non, il y a pas mal de Ouais. maintenant de chartes qui ont cette compétence. Sauf qu'il a un petit socle, lui. Ouais, lui C'est assez sympa. il a un petit socle, il est volant, et après, ce qui me dérange, c'est qu'il a il a un nombre d'attaques limité qui touche à 4. Donc en fait, on aime bien ce genre de rampage, de saccage pour aller chercher des petites unités ou des héros. Ouais. Et là, en fait, on se rend compte que déjà, il faut faire un 3+, ensuite, il faut faire le bon jet de 3d6, et ensuite, il va falloir toucher et blesser et s'assurer de tuer ce qu'on a envie de tuer. Bon, à voir le coup en point, mais à mon avis, probablement trop cher pour l'usage qu'on en aurait. Ouais, ce qu'il faut bien voir, c'est que les dégâts des 3, quand vous faites une moyenne, bah c'est pas beaucoup, hein, c'est du 2. Les dégâts des 6, c'est du 3,5. Finalement, quand vous voyez les petites unités de cavalerie squig qui peuvent saturer, dégâts 2, avoir beaucoup plus d'attaques, au final, toucher mieux, blesser mieux, je trouve qu'on rend pas vraiment honneur à ces châssis, même si le battle scroll permet d'avoir un +1. Mais c'est pareil, ça se fait toujours au détriment d'autres choses. Quand on voit qu'on peut aller chercher un plus de move, un plus de mouvement en bulle, quand on voit qu'on peut aller chercher un +1 touche, +1 blesse, bref, ou dégrader le nombre d'attaques de l'adversaire. Je trouve ces châssis compliqués. Ça fait vraiment partie de mes doléances perso. On voyait beaucoup les gros squig à un moment donné, notamment pour la partie buff. Là, c'est plus le cas. En plus, ça touche mal, ça blesse mal. On leur a retiré un à la sauvegarde. Compliqué. On attaque tout de suite le boss squig avec Bruxo Squig. 5 de mouvement, 4 points de vie, sauvegarde de 6, 2 de score de contrôle. Une cross à squig avec 5 attaques en 4-4, pas de reine dégâts 2. 2 attaques en 4-3, reine -1. Pardon, perforation -1, dégâts 1. Une fois par tour à votre phase de héros. Choisissez comme cible une unité de squig mis à portée de mêlée de cette unité. Jetez un dé sur 2+. Choisissez un des effets suivants à appliquer pour le restant du tour. +3 au mouvement à la cible. Ou sinon, les gueules de squig ont crit mortel. Eh bien, que dire si ce n'est que c'est monstrueux. Bordel de trop fort. Non, Ouais. mais concrètement, c'est un auto-include, auto-inclus. Dès le moment où vous jouez des squig, avec la sous-allégeance qui permet d'avoir plus d'une attaque quand vous allez charger, vous allez commencer à lancer quelque chose comme 80 patates. Et des belles patates, hein. Des patates de squig. Avec du critique mortal, il y a concrètement rien qui va résister à ça. En tout cas, l'échange que vous allez faire en ressources, bah clairement vous allez être gagnant, et en plus quand on va vous tuer, vous allez faire des mortels quand vos squigs vont mourir. Donc un War Scroll qu'on jouera par 1 voire par 2 potentiellement, d'autant plus avec le manuel général si on le perd, qui permet en fait d'en faire un lieutenant. Donc super cool. Ouais, honnêtement très très sympa. On va passer au châssis suivant, le troupeau de squig, D6 plus 3 de mouvement, sauvegarde à 6. Bref, c'est des chips. 3 attaques en 4-3, reine -1, dégâts 1. Et des petits aiguillons à squig pour les leaders. À votre phase de héros, vous avez la possibilité de cramer des bergers, grosso modo, pour ramener des petits squigs, c'est à peu près le principe. Et un passif, chaque fois qu'une figurine de cette unité est tuée par une attaque de mêlée et que cette figurine était en mêlée avec l'unité attaquante, jetez un dé sur 5+, un dégât mortel est infligé à l'unité après que cette dernière ait résolu ses attaques de corps à corps. Donc du coup, énormément de saturation, et on va surtout aller chercher des synergies, et comme tu l'as dit, de l'échange avec les unités adverses, parce que grosso modo, vos unités, avec ces petits squigs, ne valent rien. Ne valent rien, vont revenir avec le décor et ont vraiment un potentiel de létalité monstrueux, sans nécessiter énormément de mécanique.
Et puis on se rappelle aussi qu'on a cette nouvelle lune qui permet de fiabiliser le mouvement, donc désormais en fait on peut, si on le souhaite, bouger assurément de 7, Ouais. ce qui n'est absolument pas ridicule. C'est clair. Donc honnêtement, une bonne unité, je pense que on va en voir dans pas mal de builds, même si vous orientez pas entièrement votre liste sur du pur squig. On enchaîne maintenant avec les derniers petits squigs, les squigaliers et les boingrot. Donc grosso modo l'unité non élite et l'unité élite. Les squigaliers, D6 plus 8 de mouvement, sauvegarde à 6, 2 points de vie, 1 de score de contrôle. Les mecs dessus, 2 attaques en 4-5, dégâts 1. Les squigs en dessous, c'est du classique, 3 attaques en 4-3, reine moins 1, dégâts 1. Et une capacité où vous allez infliger des blessures mortelles dépendamment du nombre de squigs qui ont survolé les unités adverses à la phase de mouvement, 4 plus une blessure mortelle. Côté Boingrot, D6 plus 6 de mouvement, ça bouge un petit peu moins. En contrepartie de quoi, ils ont une sauvegarde à 5. Et surtout, les mecs dessus, avec leur grosse lance, ont 3 attaques en 4-4. Perforation 1, dégâts 1, charge plus 1 dégât. A noter que leur règle de dégâts d'impact a changé, c'est plus D3 blessures mortelles sur un de plus. Maintenant, vous jetez un dé par figurine de l'unité, 4 plus, une blessure mortelle. C'est juste harmonisé avec ce qu'il y a dans le reste du Battle Tom, tout simplement. Ouais, bah moi je trouve que c'est bon, on a 2 rôles totalement différents, ça peut revenir avec le décor. On a maintenant une belle mobilité assurée quand on est sous la lune. Ouais. On peut synergiser avec pas mal d'autres chartes de ce tome de bataille. Donc ça n'aura pas le même rôle, ça permettra de compléter vos listes à la fin pour aller faire de la tactique ou vraiment si vous souhaitez mettre une grosse unité de 10 pour venir un peu faire un marteau. Donc j'apprécie le petit changement et j'apprécie cette unité qui je pense est bien équilibrée et plutôt bien en termes de prix en général. On termine maintenant avec les fauteurs de troubles, avec l'accent qui va bien. 5 de mouvement, 5 de sauvegarde, 5 points de vie, score de contrôle de 2. On va pas vous embêter avec les profils de mêlée et de tir, même s'ils sont quand même pas déconnants puisque c'est du dégât des 3 à chaque fois. Il y a 8 attaques en tout. Bon, au final, j'aurais dû le faire, ça aurait été plus rapide. Grosso modo, c'est quoi son but? Vous allez le mettre en frappe en profondeur. Vous allez le déployer loin, loin, loin. Il va prendre une unité de Squigami, soit bête, beast, soit monstre. Donc, grosso modo, très souvent, les Squiggards qu'on a vu précédemment. Et l'unité va pouvoir utiliser des mouvements de course et charger quand même à condition de se rapprocher de ce petit fauteur de trouble. Ouais, j'adore cette charte, donc pourquoi? Alors déjà, ça permet d'avoir une occurrence de course et charge pour nos petits squigs, ce qui est la seule occurrence du Battle Tom, s'il me semble. C'est un socle de 32, je pense. Donc ça se place très facilement dans la zone de déploiement adverse, qui permet d'anticiper des tactiques. On peut prendre le territoire ennemi avec un décor, ce qui mine de rien est quand même très très fort. On est capable en fait dans le même tour d'aller donner la projection à une unité pour venir agresser et en même temps d'aller faire une tactique, rien qu'avec cette petite charte. Moi je trouve ça excellent. Et puis c'est rigolo, sachant qu'en fait la contrainte qui consiste à finir plus proche, on n'est pas vraiment une parce qu'en fait vous pouvez bouger d'un millimètre, vous remplissez la condition. Et vous pouvez presque même faire des shifts, ce qui fait qu'en fait vous le rattraperez presque jamais. C'est clair, à noter quand même, petite précision qui vaut le coup d'être notée, on n'a pas nécessité d'avoir une ligne de vue, ce qui veut dire que vous pouvez aussi le mettre dans une forêt adverse. Il n'a pas besoin de voir l'unité de squig qu'il va désigner pour pouvoir courir et charger. C'est ce qui m'a été fait en Ligue 2 si je dis pas de bêtises, et effectivement c'est assez costaud. Petite précision, on s'est aperçu qu'il y avait une différence entre la traduction française et les documents qui nous ont été fournis en anglais, à savoir qu'en français on ne demande pas de ligne de vue et qu'en anglais on demande une ligne de vue et on va considérer que l'anglais est la bonne version, donc il faut une ligne de vue, donc ça veut dire que il va pas pouvoir le mettre exactement où on veut. On attaque maintenant la partie Trogoth de ce tome de bataille et on va commencer tout de suite avec le roi des Trogoth, l'ami Trog, 6 de mouvement, 16 points de vie, sauvegarde à 4, 5 de score de contrôle. Pas de ward, pas de sorcier, pas de priest, rien du tout. Son aptitude emblématique, à votre phase de héros, jetez 3 dés. Vous devez choisir l'un de ces dés et appliquer l'effet qui correspond à son résultat. Les effets de 2 à 6 persistent jusqu'au début de votre prochain tour. Premier effet, D3 dégâts mortels à cette unité. On n'est pas très content. Sur un 2, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée des unités de Trogoth-Ami entièrement à 12. Sur du 3, ajoutez 1 à la caractéristique de perforation, même restriction des unités Trogoth entièrement à 12 amis. Sur du 4, cette unité peut utiliser une dissipation comme si elle était sorcière. Sur du 5, soustrait 1 au jet de touche pour les attaques de tir qui ciblent les unités de Trogoth amis tant qu'elles sont entièrement à 12 de cette unité. Et sur du 6, cette unité a une protection à 5. Et ensuite, il a 2 petites capacités. La première, de pouvoir se régénérer des 6 points de vie au début de n'importe quel tour. Et enfin, de pouvoir manger des petites figurines des unités ennemies. Oui, bon, c'est un War Scroll qui n'a
absolument pas changé, donc bon, moi je suis pas spécialement fan, je trouve qu'il est pas assez tanky en réalité, sauf à ce Ouais. que vous réussissiez à obtenir la protection à 5+, sauf que c'est aléatoire, vous jetez moins de dés quand vous êtes endommagé. Je sais pas, à chaque fois que j'ai affronté cette charte, systématiquement mon adversaire a eu au mauvais moment les améliorations, soit trop tôt, soit trop tard, et il avait systématiquement pas l'effet qu'il souhaitait obtenir. Donc je trouve que c'est vraiment une unité qui coûte beaucoup trop cher pour son impact, en plus d'être War Master, donc qui vous oblige à le prendre en général. Et quand vous mettez les ressources pour le tuer, bah, en général ça va vous faire réussir votre tactique de bataille. Ouais. Je sais pas, je pense qu'il y a mieux à faire que de jouer Trug. Maintenant la figurine est ouf. Ouais. Et la figurine est ouf, et c'est vrai que si tout s'aligne correctement, bah, ça fait quand même pas plaisir hein, d'avoir des Trogoth avec perforation -3. Oui, parce qu'on l'a pas dit quand même, il tartine quand même Oui, relativement bien. Hein. Il est blessé à 2, il est en 3-2 sur son profil dégâts 4. Il a 2 attaques en 4-2, Rennes -2, dégâts des 3+3, donc ça cogne. Bon, maintenant, voilà, il y a quand même pas mal d'aléatoires sur un châssis aussi cher, n'a pas toujours envie. On va passer maintenant au Trog Boss des Moites Gîtes. 6 de mouvement, 12 points de vie, sauvegarde à 4, 5 de score de contrôle, 5 attaques en 4-2, -2d6. Il a le même effet que Trug, on va le soigner de D6 au début de n'importe quel tour. Il ignore les sorts sur du 4+, et enfin, petit changement, à noter qu'avant, une fois par tour pour l'armée, sur un 3+, il filait plus une attaque en bulle au Trogoth qui était à portée d'engagement de lui, à portée de mêlée. Maintenant c'est sur du 4+, mais c'est pour les Trogoth entièrement à 12. oui, et ben je trouve que c'est littéralement un moins bon War Scroll, parce que je préférais avoir un 3+ à Combat Range, simplement parce que les Trogoth ont un gameplay, une manière de jouer qui consiste à vraiment faire une formation tortue et être proches les uns des autres avec des gros socles. Donc en fait, cette restriction était assez simple à obtenir. Et honnêtement, je préfère un 3+, à un 4+. Pour moi, l'échange, il est pas du tout bon. En fait, ça va plus vous servir au moment de la partie. Vous allez devoir éclater votre dispositif pour aller finir des unités, pour aller prendre des objectifs. Par contre, pour le nerf de la guerre, au moment où vraiment les deux armées vont s'entrechoquer, eh bien, vous allez être soumis à l'aléatoire d'un 4+. Une chance sur 2 d'avoir votre bonus, qui est hyper important parce que on passe de 2 attaques à 3, et ça change quand même beaucoup de choses. 50% de létalité. Est-ce que ça viendrait pas aussi du fait que c'est une armée que tu as surtout affrontée en équipe, et qu'au final c'est une armée qui était souvent placée sur des scénarios milieu de table avec peu d'objectifs, là où finalement quand tu es en solo, tu peux aussi te retrouver sur des scénarios à 5-6 objectifs, et dans ce cas-là ça peut peut-être être une amélioration quoi. Oui, non, mais j'entends, mais le fait de perdre 1 au G, ça, moi je trouve ça vraiment très dur. Finalement, ils auraient peut-être dû mettre du 3+ à 12 pouces. Ouais, ou du 2+ à 28. Comme les rois des tombes. On passe maintenant à la version non-héros. Donc lui, il a une massue de pierre colossale, donc il a une attaque de moins, sauf que ses dégâts de D3+3, ça rigole pas trop. À noter qu'il a 2 points de vie en moins, il a toujours une belle sauvegarde à 4. Il se soigne de D3 et pas de D6. Il ignore les sorts sur du 4. Et il a un saccage assez sympa. En phase de mêlée, cette unité peut se déplacer de 6 pouces mais doit terminer ce mouvement en mêlée. Jeter ensuite un D3 pour chaque unité ennemie à 1 pouce de cette unité sur de plus autant de dégâts mortels. Oui, bon bah voilà, hein, dans une construction de liste avec beaucoup de Trogoth, c'est quand même sympa. Il est vraiment là pour la létalité, parce que lui pour le coup n'a pas de buff, d'amélioration pour ses petits copains. Par contre, c'est une bonne cible pour la garde d'honneur. Et donc on pourra passer à 4 attaques en 3-2 sans dépenser en fait une attaque en règle, ce qui était quand même globalement cher. On n'aime pas dépenser ce type d'habilité pour des chartes qui ont 4 attaques. Ouais, c'est clair. Mais ça permet aussi de mettre une défense en règle sur lui pour qu'il soit en sauvegarde à 3. Honnêtement, c'est un bon châssis qui est pas évident à rentrer parce qu'on peut pas s'empêcher de le mettre en comparaison avec les unités infanterie non monstres, non héros de ce tome de bataille. Mais c'est quand même assez sympa et je pense qu'il a un saccage qui peut faire des grosses blagues. Après, on peut faire les deux désormais si on est en beaucoup de pauses, donc ça pourrait être une piste de réflexion. Ouais, on passe maintenant aux Trogoth non héros, non monstres, à savoir ceux qui ont un peu cassé les scénarios milieu de table depuis quelques mois. On commence avec le premier, les Trogoth palustres, c'est ceux qui vomissent 6 de move, 5 points de vie, 2 de score de contrôle, sauvegarde à 5. Ils ont un vomi caustique.
Donc, grosso modo, qu'est-ce que fait ce vomi caustique? À noter qu'il tape quand même relativement fort au corps à corps, hein. Ouais. C'est du Ren -1 dégâts 2. Le vomi, c'est du Ren -2 dégâts 1. Je vous promets qu'on préfère dans ce sens-là. Et ils ont un passif si un ou plusieurs dégâts sont alloués à une unité ennemie par des attaques de vomi caustique de cette unité, l'unité ennemie est trempée de vomi jusqu'au début de votre prochain tour. Tant qu'une unité est trempée de vomi, -1 à ses jets de sauvegarde et on ignore les modificateurs positifs. Oui, bah c'est super fort. Horrible. En fait, c'est horrible parce que toutes les armées d'élite qui ont des mécaniques pour en fait, qui sont nativement en 3+, qui ont des mécaniques pour passer en 2+, et qui rajoutent en fait une défense en règle pour être en 1+ virtuel. Ils sont 4. Et bah là, ils sont 4. Je prends moi, je joue beaucoup Stormcast en ce moment. Je prends l'exemple du Heure de Gloire, qui vous donne un +1 à la sauvegarde pendant votre tour. Et bien là, vous pouvez pas y aller comme un petit débile et vous prendre un tir de couverture, parce que potentiellement, en fait, ça va vous donner -1 à la sauvegarde, donc vous allez passer de 3 à 4, et en plus, vous allez perdre votre Heure de Gloire. Ouais. Et donc, vous êtes là, ok, donc je vais rentrer dans des trolls, si je les rate, je suis en sauvegarde à 6, voire pas de sauvegarde, Ouais. dépendamment des buffs. Et bah, ça change pas mal la donne. Maintenant, c'est globalement une charte qu'on voyait un petit peu dans les listes d'armées, en mode choix tech, qui consiste en fait à venir contrer les armées très armurées. Je suis pas sûr qu'on en ait spécialement besoin en solitaire, simplement parce que vous tapez déjà avec de la perforation -2 et vous réussissez sans trop de difficulté à parfois monter à -3 si vous jouez Trug ou autre, etc. Donc, mais bon, très bon Warscroll. Hein. On est content d'avoir cette arme dans ces Trogoth. C'est clair, franchement, c'est un bon outil. Et enfin, les autres, les ventres rock, c'est les mêmes en sauvegarde à 4. Ils ont des cailloux qui lancent, donc une attaque en 5-2, -2, D3, et surtout un profil de corps à corps avec 2 pains en 4-2, -3, d'où l'utilité d'aller provoquer le plus une attaque, et de la même manière, ils se soignent de D3 au début de n'importe quel tour. À noter que eux, ils ont, en équivalent protection magie de l'époque, une ward à 5, une protection à 5 permanente. Ouais, tout à fait. Bon, alors, voilà, c'est une charte qui est extrêmement bonne, comme tu l'as dit, dans les scénarios centre de table, où on n'a pas spécialement besoin de casser notre château. Ouais. Ça a le principal défaut d'être extrêmement aléatoire, de très mal vivre les malus à la touche, ou à la blesse, ou les diminutions d'attaque. Maintenant, ils avaient une faible mobilité qui est contrebalancée par potentiellement en fait l'effet du lieutenant qui permet de donner plus de mouvement à une unité d'infanterie, puisqu'ils ont le mot-clé infanterie. Donc ça va leur permettre de contrebalancer un peu cette lacune sur les scénarios à multi-objectifs. Ouais, bouger de 8, ça commence vraiment à devenir intéressant. Il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. C'est un très bon Warscroll qui en fait ne peut être régulé que par le coup en point. Ouais. En parlant de malus à la touche, on va enchaîner tout de suite avec les Villeband et le bienheureux, le bien nommé Drogs le Niaque Soleil. Oui. Figurine magnifique, soit dit en passant, comme belle. tout le reste de la gamme Villeband qui est absolument splendide. Modulo que c'est quand même pas très simple à peindre puisqu'il y a pas mal de petites fioritures. Donc c'est parti, au niveau du châssis, 12 de mouvement, 7 points de vie, sauvegarde à 4, ce qui est exceptionnel pour un gobelin, ce qui est mieux que le Loon Boss sur Squeak Déchiqueteur. D'autres scores de contrôle, il a le Chico de Metal, 5 attaques en 3-4, -1 de crit mortel, 4 attaques en 3-3, -1-2 pour le compagnon. Un passif absolument monstrueux comme on n'en voit pas très souvent dans le jeu, qui s'appelle les crocs crevés. C'est pas mal. Très simple à dire. Comment on dit? C'est une assonance en creux. Donc les crocs crevés, effet, tant qu'une unité ennemie est à 6 pouces de cette unité, -1 à la touche et pas d'attaque en règle. Voilà, donc on vous présente le Warscroll qui va détruire toute la destruction à lui tout seul. Ouais, donc grosso modo, bon, il y a quand même d'autres aptitudes. La deuxième qui est quand même assez monstrueuse, non pas par son effet sûr, mais par son côté dissuasif. Une fois par bataille, en réaction, l'adversaire a annoncé une aptitude de corps à corps. Jetez un dé sur 4+, vous pouvez prendre une unité ennemie entièrement à 9 de Drogs, qui est ciblée par l'aptitude de corps à corps, la faire bouger de 2d6, à condition qu'elle ne finisse pas engagée. Ouais. Donc grosso modo, c'est un espèce de retreat en phase de combat. A priori, avant que l'adversaire ait tapé, je pense que c'est l'esprit de la règle. C'est une fois par partie sur du 4+, c'est censé être un truc très fort. Donc a priori, ça sera avant que l'adversaire ait tapé, ce qui vous permet d'économiser une activation, voire, vu le séquençage au tour adverse, si l'adversaire a déclaré des aptitudes en phase de combat, de vous prémunir peut-être de plus d'activation. Bref, c'est monstrueux. Et au cas où ça ne suffisait pas, une fois par tour pour l'armée, une fois qu'il est tapé, il peut faire taper une autre unité de Villeband, sans bonus cette fois-ci.
Oui, bon alors, que dire. On n'a pas le coup en On point. n'a pas le coup en point, mais quoi qu'il arrive, Je pense que si on n'est pas sur des coups en point dégénérés, ouais, c'est un War Scroll qui est monstrueux. on jouera, je pense, donc presque tous les builds, simplement parce que, en fait, le moins un touche et ne pas pouvoir améliorer sa touche, ça réduit la létalité de tout ce qui est présent dans le jeu, en fait. Un Stormcast devient un orc devient une moule, et une moule devient un caillou. Exactement. Et même l'effet une fois par bataille, Horrible. c'est horrible en fait, parce que, ok, sur un double as, vous n'allez pas bouger parce que vous resterez engagé, normalement. Mais sur un 10, juste en fait, vous mettez dans le vent n'importe quel pack, même sur. Sur un 6, hein. Sur un 6, Ouais. si l'ennemi vous a pas débordé sur les côtés, en fait, ça va être absolument terrible. Donc, honnêtement, c'est très fort. On a l'air d'oublier qu'il bouge de 12, quand même. Et qu'il tape correctement. Donc il est quand même capable d'aller chercher des unités satellites, des choses comme ça, des petits sorciers. Ouais. Super bon. Ouais. Et qu'il est relativement tanky, parce que quoi qu'il arrive, en fait, quand on va venir le chercher, on aura moins un hit. Hein, C'est clair. donc moins un hit sur de la sauvegarde à 3. Moins un hit, pas d'attaque en règle. Voilà. Ah, moi j'adore. Hein. Ouais, c'est très très bon, ça fait super plaisir, et puis ça va synergiser quand même pas mal de choses. Surtout, ce qui est à noter, c'est que ça synergise beaucoup de choses, mais ça donne des bonus aussi lorsqu'on ne joue pas en Villebande. Hein. Et ouais. Dans des constructions de liste à base de Lune Clan et compagnie, c'est pas grave, vous avez loupé votre moins un touche sur le Lune Clan, vous avez quand même moins un touche. Sinon, vous avez moins 2, c'est même pas la peine d'essayer de penser mettre une attaque en règle, de toute façon, vous pouvez pas. Voilà. Ouais. Donc, honnêtement, très 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 fort. On attaque maintenant le chaman de Crèves-Yeux, qui est l'autre personnage héros des Villebande. C'est un petit chariot, 12 de mouvement, 9 points de vie, sauvegarde à 4-2 de score de contrôle, des profils de corps à corps, je vais pas dire anecdotiques, mais bon, on touche à 4, on n'a pas de perforation d'armure. Un premier passif qui dit que les unités de Villebande qui ne sont pas des chamans Crèves-Yeux sur Roule-Guerre ne peuvent pas être ciblées par des attaques de tir tant qu'elles sont entièrement à 6 de cette unité. Et enfin, à la phase de tir, vous avez une aptitude qui vous permet de prendre 3 unités à 9 et sur un de plus de leur mettre des 3 blessures mortelles. A noter que ce monsieur se paye le luxe d'être un sorcier de niveau 1. Ouais, bon, on est content d'avoir cette petite restriction. Sinon, on aurait vu des combos de deux chamans qui se seraient buffés entre eux. Ou qu'il se serait simplement buffé lui-même en fait. Hein. Donc ce que je viens de dire, c'est débile. C'est pas grave, on t'en veut pas. On ne m'en veut pas. Non, bon, alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà du fait que ça soit un wizard dans cette bande de Villebande, on a deux effets sympas. Cet effet qui permet de faire des blessures mortelles, ce qui est toujours bon à prendre. C'est une aptitude, hein. Oui, c'est donc on peut courir, tout ça. Exactement. Et puis après, on a cette règle qui fait que globalement, toute l'armée, parce que on est sur un socle de chars, et on a de la cavalerie, alors il y a des gros socles, mais on va réussir globalement à mettre beaucoup de choses dans cette bulle, bien on peut pas se faire tirer dessus. Donc ça forcera l'adversaire à venir tirer sur votre chariot d'abord. Et encore une fois, on rappelle qu'en fait, c'est une bulle de Suisse, donc vous pouvez mettre vos unités à 6 pas devant, ce qui repousse des éventuels tireurs en frappe en profondeur. Ce qui fait que c'est pas forcément simple de tuer ce chaman au tir. Si jamais on arrive à le foutre dans une forêt, lui, oui. En fait, les autres unités à 6 pouces sont tranquilles. Auquel cas, vous tombez sur une liste de tir sans vol. Le mec en face est légèrement triste. Ah oui, je confirme. On attaque maintenant le grogne boss sur Roule-Guerre. 12 de mouvement, 9 points de vie, sauvegarde à 4, d'autres scores de contrôle. Pas mal de saturation de corps à corps, mais toujours on touche sur du 4. On a au maximum 1 de perforation d'armure, donc c'est pas dingo. Il a la capacité de faire taper dans la foulée lui-même une unité de rouleur fauche-soleil que nous verrons plus tard. Sans bonus, bon, c'est toujours bon à prendre. Une fois par bataille à n'importe quelle phase de héros. Pour le restant du tour, soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques des unités ennemies tant qu'elles sont en mêlée avec un ou plusieurs rouleurs fauche soleil amis. Ajoutez 6 à la caractéristique de mouvement de cette unité et des rouleurs fauche soleil amis. Et grosso modo, à votre phase de mouvement, vous avez la possibilité de le faire déplacer un peu comme les squigs qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on survole. Et ensuite, on inflige des blessures mortelles aux unités d'infanterie. On en prend une, elle va prendre des 6 blessures mortelles. Que dire ? C'est un effet plutôt sympathique parce que ça vous permet de quitter un combat sans prendre des dommages de retreat. Ouais. En plus, vous allez au passage faire assurément de 1 à 6 blessures mortelles. Après restriction infanterie, ce qui est bien parce que c'est vrai que c'est un peu idiot de faire des blessures mortelles sur Kragnos. Un Kragnos par exemple, sachant qu'on lui roule sur le sabot. Bon, je pense que ce War Scroll, ce qu'il faut retenir, c'est pas sa létalité, c'est plutôt qu'il va venir donner de la synergie avec les autres chars donc de l'allégeance. Ouais.
Et on a cet effet une fois par partie qui est quand même extrêmement fort, qui permet, en ayant des petits chars à droite à gauche, de venir mettre des malus de touche un peu partout. Ouais. Et donc, en plus de donner une belle mobilité, 18 c'est quand même très sexy hein, pour... Ouais, c'est beaucoup. Donc on n'oublie pas, en plus, on a une sous-allégeance qui nous permet d'avoir encore plus de mobilité, etc. Bon, honnêtement, 18 de mouvement, avoir la possibilité de courir, tirer, charger, tout ça, c'est relativement monstrueux. Finalement, on est un petit peu comme des paladors. On peut aller chercher des trucs à 30. C'est même... Enfin, à 24, pardon. Ouais, c'est presque mieux parce que avec l'habilité en phase de mouvement, en fait, on n'est pas considéré comme ayant fait une retraite. Ouais. Donc en fait, on peut toujours charger derrière. On en profite tout de suite pour faire les rouleurs Fauche Soleil, donc c'est la version non héros qui a un petit arc en plus. Grosso modo, des attaques de compagnons, 6 attaques en 4-3, pas de reine dégâts 2, c'est les mêmes profils, ça touche sur du 4. Et il a aussi cette capacité de survoler des unités d'infanterie ennemies et de leur mettre des blessures mortelles, sauf que lui, c'est D3. Et plus 1 par modèle de char Ouais. complémentaire, parce que vous allez pouvoir jouer des unités jusqu'à 3, je pense. Ouais. 3 ou 2, puisque ça on sait pas trop. On sait pas encore. On sait pas encore, mais c'est soit 1 renforcé à 2, soit spécifiquement... Le minimum est le mieux. Voilà, soit spécifiquement ils pourront être par 3, on ne sait pas. Parce que c'est des unités de char, on n'a plus eu ça depuis un petit moment, je crois. Hein. On en a eu en Elfe Noir, là. Ouais, c'est vrai. En Cité de Sigmar. Bon, honnêtement, c'est une petite unité de synergie. On a quand même que 6 points de vie. Donc ça va pouvoir se faire attraper relativement facilement. Effectivement, une fois par partie, on va avoir énormément de mobilité, infliger des blessures mortelles. En fait, tout dépend de ce contre quoi vous allez tomber. Vous tombez contre du Stormcast ou du truc très armuré, c'est chouette parce que les blessures mortelles ça vaut cher. Maintenant, vous tombez sur du Skaven. Bah, typiquement sur du Gloom. clan. Ouais. Bah super, vous avez tué 8 stabas qui vont revenir au prochain tour. Donc voilà, c'est circonstanciel. Maintenant, ça fait quand même des listes de cavalerie un petit peu en mode gobelin des steppes, etc. qui est assez joli. Je suis pas sûr qu'on en voit énormément sur table, en tout cas de manière un petit peu optimisée, on va dire. Ouais, ça reste quand même des bonnes unités pour aller jouer du scoring, faire du flanc, et qui probablement vont réussir si on charge en fait à faire l'échange contre l'unité satellite adverse. Ça a quand même une belle mobilité et puis vous êtes jamais bloqué au corps à corps. Donc à voir. À voir si on n'ira pas prendre le nommé parce que son aptitude est très forte. Et selon le prix des chariots ou des autres loups, en prendre une ou deux unités juste pour faire en fait les tactiques. Hein. Ouais, on passe maintenant après les machines de guerre aux unités de cavalerie des Villebande en commençant par le Grogne Boss, absolument magnifique figurine, 12 de mouvement, 5 de sauvegarde, 5 points de vie, 2 de score de contrôle, 5 attaques en 4-4, Reine -1, dégâts 2, et pour les compagnons, c'est générique, c'est 2 attaques en 4-3, pas de perforation d'armure, dégâts 2, il a un passif monstrueux qui donne plus 2 à la charge pour les unités de cavalerie Villebande amis entièrement à 12, et une fois par tour, si cette unité a chargé à ce tour, choisissez comme cible cette unité et jusque 2 unités de cavalerie Villebande amis qui vont avoir plus une attaque pour les armes de mêlée des compagnons qui sont pour rappel dégâts 2 partout. Ouais. Bah on a globalement des habilités qui sont bonnes. Ouais. Maintenant, encore une fois, je pense que tout cela est circonstanciel au coup en point et voir à quel point on a envie d'investir de la ressource dans un héros. Pour buffer les unités de loup qui à mon sens sont plutôt des unités de flanc, de tactique, de guérilla, donc qui n'ont pas non plus besoin d'être hyper létales, mais on est content d'avoir la possibilité d'avoir ce modèle qui pour le coup dans ce qu'il fait est très bon. Ouais, on passe maintenant à sa petite garde d'honneur, donc la suite de Villeleu. C'est à peu près le même châssis sauf que c'est 1 de score de contrôle, des attaques à l'arc, 15 pouces, 2 attaques en 4-5, pas de perforation dégâts 1, on tire quand même à 27, hein, nature peinture, c'est quand même pas si mal. Les profils de corps à corps, c'est ok, et un passif qui donne une espèce de protection réciproque à cette unité et au grogne boss si on est à portée de mêlée l'un de l'autre. C'est exactement la règle des Grave Guard avec les héros d'infanterie, piétons, Ruinman. Ouais, bon, je suis pas hyper convaincu, on a qu'un arc, donc on n'ira pas sniper grand chose. On a un modèle qui est un bâton, donc qui tape encore moins fort que le reste des modèles. La Ward A5 permet quand même d'avoir une petite tankiness complémentaire avec tous ces mécaniques de -1 hit, -1 touche. Maintenant c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de points de vie, honnêtement. Filer une protection à 5 sur une unité qui a 5 points de vie, sauvegarde à 5. Bon, vous verrez en plus il y a d'autres unités de Villebande, notamment une qui est particulièrement intéressante, qui a peut-être même un souci d'écriture, c'est ce qu'on soupçonne. Bon,
Je pense que ça, en tout cas celle-ci particulièrement, elle est assez moyenne. On passe maintenant à la cavalerie grogne-meute, 12 de mouvement, 3 points de vie, sauvegarde à 4, ce qui est quand même exceptionnel niveau loup, 1 de score de contrôle, 4 attaques de corps à corps en 4-5, pas de perforation dégâts, 1 charge plus 1 dégât, et des attaques de compagnon avec 3 parpaings en 4-3 dégâts 2. Si cette unité a chargé à ce tour, plus 5 à son score de contrôle. A noter que ça fonctionne également en contre-charge, donc c'est pas mauvais. Et si cette unité a chargé à ce tour, elle a frappe en premier pour le restant du tour. C'est une fois pour l'armée. Bah, moi c'est l'élite. Ouais, c'est de l'élite légère. C'est l'élite légère que j'aime bien parce que bonne mobilité, une létalité qui est somme toute correcte. Ouais. On va gagner de l'OC et on a ce strike first qui permet en fait d'aller cliquer des choses sur les flancs. Ouais. Et de quand même activer le centre de la table là où on n'a pas envie de se faire ouvrir en deux. Donc je trouve ça plutôt très sexy. Ouais. En plus 3 PV, sauvegarde à 4+, c'est quand même très honnête. Il n'y a pas n'importe quoi qui peut venir vous déloger. Ouais. Et si vous chargez, belle OC. Donc moi j'aime bien. Ouais, vous tapez en premier, c'est chouette. Et enfin, on va passer à la dernière unité qui est clairement meilleure. Je pense même qu'on a un petit bug d'écriture. Donc les chevaucheurs de grogne-croc, 12 de mouvement, 2 points de vie, sauvegarde à 5. Les profils de corps à corps et de tir, on est toujours sur de la chips ultime. Dégâts 2 pour les attaques de compagnons. A noter que eux, leur loup, touche à 3. A noter que du coup, ils ont à peu près le même loup que Drogs, le Niaque Soleil. Puisque le loup de Drogs, le Niaque Soleil, touche à 3. Bref, je pense qu'il y a un petit souci d'écriture sur eux. Par contre, ils ont une aptitude assez sympa. Donc une fois par tour par armée, à la phase de mouvement adverse, si cette unité n'est pas en mêlée, elle peut faire un déplacement de D6, mais elle ne peut pas finir en mêlée. Grosso modo, c'est un redéploiement gratos, une fois par tour pour l'armée. Ouais, bah c'est bien. Le fait que ce soit une fois par armée, je pense qu'on jouera pas plus de 2 packs. Parce que ça vous donnera la possibilité de faire soit un redeploy de chaque côté, soit de faire un double redeploy sur un des packs. Ce qui est quand même hyper sexy, parce que là vraiment, soit vous pouvez vraiment avancer beaucoup pour écranter, soit reculer énormément. Comme la Dîme 200. Comme la Dîme 200, exactement. Même rôle, si ce n'est que vous pouvez pas engager, évidemment, mais vous nous avez compris. Non, c'est une super unité. Comme tu l'as dit, le 3-3, à mon avis, ça ne devrait pas exister. Et si ça existe, on va voir arriver des fans de loup, je pense. Bah ouais, surtout qu'en plus, mine de rien, la synergie qu'on a vue sur avoir des attaques supplémentaires sur les attaques de compagnons, bah on se retrouve très vite à avoir de la saturation en 3-3 gratuite, pas de perforation dégâts 2. Bah ça finit par faire beaucoup. On imagine couplé à Drogs, le Niaque Soleil, on a des -1 à la touche, on devient quand même assez résistant, on tabasse bien, honnêtement c'est une très bonne unité. On passe maintenant à la catapulte à plongeur de la mort, je suis super content de la voir revenir. A noter qu'il n'y a pas la figurine, peut-être qu'elle a été terminée un poil plus tard, ou alors c'est une référence justement à l'ancien plongeur de la mort, puisque moi j'avais encore cette figurine, je pense que je la ressortirai pour le premier rapport de bataille. 5 de mouvement, 12 points de vie, sauvegarde à 4, d'autres scores de contrôle. Elle a 4 tirs à 24 pouces, en 4-3, moins 3-3, des attaques de corps à corps un petit peu anecdotiques. Et une fois par tour, pour l'armée, à n'importe quelle phase de tir, on peut relancer les jets de touche pour les attaques de tir de cette unité à ce tour, mais pour chaque jet de touche relancé, soustrayez 1 à la caractéristique de perforation du plongeur de la mort de cette unité pour le restant du tour. Et du coup, il s'avère qu'on a vérifié en français et en anglais, ça peut synergiser avec le plus 1 perforation donné par les Goba Palooza, ça tombe bien, les deux n'avancent pas beaucoup, donc ils seront a priori toujours à portée, et ça vous permet d'aller chercher la perforation dont vous avez besoin, et les relances associées. C'est ça, donc je pense que tout dépend du coût en point de cette unité. Si c'est pas cher, eh bien on verra apparaître des listes un peu à la mode Luminette, ou à l'époque à la mode Ogre, où on va en jouer 3, 4, 5, juste parce qu'en fait la perforation -3 c'est quand même un sacré palier. Heureusement, Games Workshop nous a mis des limitations sur la relance, qui est limitée à un seul modèle. Heureusement. Et aussi au fait que bien on ne pourra pas cibler des héros parce qu'on sera extrêmement loin. Donc c'est très dur, je trouve, de donner une opinion sur cette charte. Ça va dépendre de beaucoup de choses, notamment le coût en points surtout en fait. Ouais, puis en fait typiquement ce genre d'unité, c'est ce qu'on avait tendance à dire depuis longtemps. En jouer une ça sert à rien, parce qu'il y a trop peu d'attaques. Et il faut en jouer en général 2 ou 3. C'était pareil avec les balistes gobelins, c'est pareil avec les catapultes Ossiarch et compagnie. Je pense qu'en jouer 2 c'est pas déconnant. Effectivement maintenant si on se retrouve à avoir une unité à 300 points ça risque d'être un petit peu cher. On clôture donc cette revue de tome de bataille avec les crocs d'Aragne, aka
les Spider-Fang, parce que c'est pas évident pour tout le monde, on n'a pas tous déjà entendu ce nom. Donc c'est parti les crocs d'aragne, on va commencer avec les chamans, en commençant par le petit chaman piéton qui est très intéressant. Donc le chaman tisseur, protection à 6, sorcier de niveau 1, il a des attaques de corps à corps qui sont loin d'être déconnantes, puisqu'il a 3 parpaings en 4-5, dégâts des 3, mais crit mortal, donc ça peut arracher 2-3 points de vie, c'est pas déconnant. Valeur de lancement de 6, il a la vitesse de la déesse araignée, il peut prendre comme cible l'unité croc d'aragne entièrement à 12 qui va pouvoir courir et tirer et charger, bref, absolument tout faire. Et enfin, à votre phase de héros, toile profonde, vous pouvez choisir comme cible soit une unité croc d'aragne amie, soit un élément de terrain entièrement à 18 sur 2+. Hop, je m'en vais, je me mets entièrement à 3 et je me mets à plus de 9 des unités ennemies. C'est très bon. Alors c'est une charte qui n'a pas évolué à mon sens, qui a toujours été très intéressante parce qu'elle donnait une occurrence de sorcier de niveau 1 pas cher, dans un tome de bataille où les sorts ont toujours été très bons. Il a une super mobilité parce qu'en fait il est capable de se reset-up très facilement. Le seul défaut qu'il avait en fait avant, c'est que ça vous obligeait à prendre un bataillon complémentaire pour le rentrer, à moins d'avoir, et je crois pas que vous pouviez le mettre en lieutenant. Mais toujours est-il que désormais, avec la nouvelle règle de saison, avoir beaucoup de bataillons va vous permettre d'avoir une règle de garde d'honneur complémentaire, et très honnêtement, que vous voulez. En Gloomspite, en ville du Fiel Obscur, vous allez vouloir l'avoir parce que par définition, je pense que les meilleures constructions de liste actuellement sont un peu les soupes. Vous prendrez un petit peu de tout. Et donc vous allez vouloir avoir des effets de mouvement, d'améliorer des monstres, etc. Donc super sorcier, puis le modèle est un peu rigolo. Oui, puis en plus on n'oublie pas quand même, je pense que la mécanique phare de ce nouveau tome de bataille, c'est quand même la lune. La lune, si vous jouez pas Skragot, vous allez avoir besoin de la remettre en place. Et on rappelle que les sorts illimités ne peuvent pas être lancés 2 fois par le même sorcier. Donc vous allez avoir envie d'avoir plein de sorciers un petit peu partout. Avoir un sorcier de niveau 1 en rab qui en plus, vous le verrez, peut synergiser avec le chaman tisseur sur Arachnarok qu'on verra après. Je pense que c'est très bon. On est sur une saison où les tactiques de bataille sont primordial. Si vous les mettez pas, vous êtes foutu. Avoir un petit perso qui se TP comme ça à 18 à chaque fois, c'est juste trop fort. On enchaîne avec son cousin qui lui a trouvé une belle araignée sur laquelle monter. 16 points de vie, mouvement de 10, sauvegarde à 4, score de contrôle de 5. Je vais pas vous faire tous les profils de close. Grosso modo, ça touche mal, des dégâts qui sont somme toute modérés. Sauf les crocs d'aragne monstrueux qui sont crit mortels, 4 attaques en 3-2, moins 1-3, ça fait toujours plaisir. Elle a une capacité de pouvoir survoler les décors. Elle a une capacité monstrueuse, ajouter 1 au jet de lancement pour les sorciers crocs d'aragne amis tant qu'ils sont entièrement à 12 de cette unité. Donc a priori, ça marche aussi pour lui et ça marche pour les copains chaman tisseurs. Et enfin, une fois par tour, n'importe quelle phase de mêlée, choisissez comme cible un héros d'infanterie ennemi à 1 pouce de cette unité. Sur un 3+, il tape en dernier. Yes, on prendra pas Sword Scroll pour son profil offensif, même si ça peut faire des surprises, parce qu'on jette beaucoup de dés, donc c'est pas ridicule. Ce qui, à mon sens, va beaucoup conditionner, en fait, en réalité, l'usage ou non de ce War Scroll, c'est 1, le prix, évidemment. 2, est-ce qu'il est possible de mettre un chaman qu'on vient de voir en lieutenant ? Parce que ça veut dire que pour en fait, un bataillon, on va avoir ce petit duo de sorciers plus 1 qui vont permettre de faire le sort illimité. En plus de potentiellement donner un strike last. Oui, avoir 2 niveaux de magie à +1, pouvoir potentiellement en passer 1 à +2 avec l'artefact, voire 2 sorts à +2 avec la manifestation. Puis en fait ça synergise dans les deux sens. Il y en a un qui peut filer un course et charge, qui peut derrière se téléporter dessus, l'autre qui va pouvoir filer un +1 au lancement des sorts. Honnêtement, on va pas vous mentir, on n'avait pas énormément travaillé l'index, c'est pour ça qu'on n'avait pas fait de revue avant justement ce tome de bataille, mais honnêtement, je suis assez surpris qu'on n'en ait pas vu plus. Il y avait quand même une certaine peur, je pense, de voir, on voyait de plus en plus d'armées partir de Age of Sigmar au vieux monde, et en fait je pense qu'il y avait quand même, moi le premier, une certaine peur de me dire j'espère que les crocs d'araigne ne vont pas disparaître de ce tome de bataille. Il s'avère qu'ils sont là, j'avoue que c'est une surprise, parce qu'on a vu des trucs disparaître, en Slave to Darkness et compagnie, voir ça rester, ça fait plaisir, et je pense qu'il y a quand même de quoi faire. On voyait un petit peu de chevaucheurs d'araignées, on les a vus partir quand les loups sont arrivés, parce que c'était des écrans moins chers, plus mobiles. Bref, en tout cas là je pense qu'il y a quand même des trucs à creuser, dépendamment, comme tu l'as dit, du coup en point, on est sur des gros monstres, il faut être sûr de les rentabiliser. Ouais, après les chevaucheurs, on le verra juste après, sont quand même corrects. Je pense que le plus gros problème en fait, c'est qu'on n'avait pas de bataillon pour les rentrer. Parce que pour les rentrer, il faut un bataillon War Master, et donc les War Master du tome de bataille
son Scragot. Concrètement, c'était Scragot, c'était Trog. Hmm. Et en fait, c'est des héros qu'on ne jouait pas, ou si on les jouait, on rentrait des Trogots, Ouais. ou autre chose. Donc en fait, on n'avait pas la place pour rentrer ces Spider Riders, mais maintenant, avec ce qu'on s'est dit, moi je crois fortement à un petit bataillon où on rentrerait une araignée, enfin un chaman sur araignée avec un chaman à pied, et peut-être 2 unités de flanc araignée. Ouais. Je veux dire, ça fait un bataillon en plus, on s'en fiche de monter à 3 ou à 4, etc. Je pense qu'on sera sur un, On est même un bundle. content, hein. Ouais. On est même très content. Hein. Ouais, on sera sur un bundle en coup en point. J'en ai aucune idée, mais sûrement acceptable. Ouais, un peu moins de 400, hein, sur deux choses. Ouais, 400, ouais, un peu plus, je pense. 400, 500, mais ça reste honnête pour ce que ça fera, je pense. Ouais. Donc assez intéressant, on va passer tout de suite au chevaucheur d'araignée avant de passer aux différentes versions de la Ragnarok. Donc 10 de mouvement, 2 points de vie, sauvegarde à 5, 2 de score de contrôle, 2 tirs portée 18 en 4-5, pas de perforation, dégâts 1, des lances crochues anecdotiques et des attaques de crochet, 2 attaques en 4-4, dégâts 1, crit mortel et elle a aussi les capacités grimpeur de pouvoir survoler des décors. Oui, bon, l'usage principal de cette unité, c'est vraiment Écran. Voilà, on va pas se mentir, ça tape pas, ça tire pas. Par contre, ça a une belle mobilité. Et Ça a peut... 2 de score de contrôle, hein, mine de rien. Ouais, c'est sûr. Donc par rapport aux autres unités adverses cavalerie, et bah ça peut les manger. Bon, au corps à corps ça va être compliqué, mais on peut voler des objets. Ah, c'est ça. Ce sera le rôle. Hein. On enchaîne maintenant avec les différentes versions de la Ragnarok. On va commencer avec la Tisgrouille. Donc vous verrez, les 3 versions, il y en a une avec catapulte, une avec toute la Smala, il y a tout le village dessus, et la dernière, elle est toute nue, raison pour laquelle elle peut rentrer dans le sol et ressortir plus loin. Donc celle-ci, 10 de mouvement, sauvegarde à 4, 13 points de vie, 4 attaques en 3-2, moins 1-3, 8 attaques en 4-2, moins 1-1. A noter que les premières sont crit mortelles. On est en 3-2, hein, donc c'est quand même pas si mauvais. Ouais. La capacité, comme on l'a dit, grimpeur, de pouvoir se déplacer par-dessus les décors, d'être déployé en FEP, de sortir de FEP avec les restrictions classiques, et enfin un saccage assez intéressant qui dit que si elle a chargé à ce tour, sur un 3+, elle peut se déplacer de 2d6, traverser les unités d'infanterie, et à la fin, je fais essayer ensuite une unité d'infanterie ennemie que cette unité a traversée pendant ce mouvement, et on lui met des 3 blessures mortelles. Oui, bah alors moi je l'aime bien comme petite unité satellite qui va venir menacer en fait en arrivant dans le territoire adverse. Un décor ou autre, qui en plus a cette capacité à se replacer vraiment fortement avec son rampage. Donc vraiment à être pénible, parce que mine de rien, 13 PV, sauvegarde à 4+, il faut mettre de la ressource pour venir la tomber. On a une létalité qui est pas dingue, mais qui est pas non plus complètement mauvaise. Ouais. Et je tiens à préciser qu'elle ne va pas dans le sol, mais dans l'étoile en hauteur. C'était extrêmement important de le préciser. Oui. Merci à toi pour cette plus-value. On va passer à la Ragnarok avec Catatoile. Donc, qu'est-ce qu'elle fait de différent? Elle a 16 points de vie. Elle a en crit de touche des 3 attaques portées 24 en 4-3, pas de reine dégâts 1, des arcs araignées. Bon, grosso modo, c'est les gens qui sont dessus, ils tirent avec leurs arcs. Au niveau de ses capacités, elle a grimpeur de la même manière. Elle a un saccage. Choisissez comme cible une unité ennemie qui a chargé à ce tour et qui est emmêlée avec cette unité. Sur un 3+, soustrait 1 à la caractéristique d'attaque des armes de compagnon de la cible pour le restant du tour. Bon, c'est circonstanciel, on va dire. Par contre, un passif extrêmement intéressant qui est la catatoile. Si les attaques de la catatoile de cette unité obtiennent une touche après que l'aptitude de tir a été résolue, jetez un dé sur 2+, réduisez de moitié la caractéristique de mouvement de la cible jusqu'au début de votre prochain tour. On se déplace de 10, on tire à 24, donc nativement c'est 34 de portée de menace avec des 3 attaques, donc de base c'est 34, si vous jouez le petit chaman c'est 40 de portée effective, vu la taille de votre socle, normalement vous pouvez atteindre à peu près toute la toile, et diviser le mouvement par 2, si jamais vous réussissez à claquer votre 3 au D3 au début, jusqu'au début de votre prochain tour, si vous divisez le mouvement par 2 de ne serait-ce que 2 unités, c'est monstrueux. Donc honnêtement, un châssis assez intéressant. Le problème, je trouve, c'est qu'il y a assez peu d'attaques. Ouais. C'est du 4. Je suis pas sûr que vous ayez envie de mettre un +1 à la touche là-dessus. Les PC seront rares. Bon, en tout cas, c'est quand même un outil chouette. Et je pense qu'il y a des armées contre lesquelles ça peut être très puissant. Ouais, peut-être dans le choix tech. C'est vrai que ça aurait été des 3+3 ou des 3+1. Déjà, on aurait été un petit peu mieux. Ouais. Mais moi, je trouve que ça reste intéressant. Ça donne de la latitude à ces petits Kragaragnes. C'est clair. Et il suffit de toucher, donc c'est chouette. Et enfin, la dernière, la Ragnarok avec tribu guerrière Croc d'Aragne. Je vous épargne les profils de corps à corps et de tir. À noter qu'on a quand même 32 attaques sur une figurine. Donc si vous réussissez à trouver une figurine sur Age of Sigmar qui a plus d'attaques que celle-ci, on verra ce qu'on fait, mais on vous fera un petit truc parce que de tête, ça a l'air d'être le maximum.
je pense. Au niveau de ses capacités, elle a toujours la règle grimpeur, et une fois par tour pour l'armer à n'importe quelle phase de charge, choisissez comme cible jusqu'à 3 unités ennemies à 1 pouce de cette unité. On jette un D3 pour chaque cible sur 2+, infligé à la cible autant de dégâts mortels que le résultat du jet. Bon, c'est celle qui fait pas grand chose quoi. Ouais, moins intéressante. Elle n'a pas la capacité de se projeter via une frappe en profondeur. Il n'y a pas d'effet vraiment qui se coule. Grosso modo, elle gagne 20 attaques qui sont en 4-5 ou en 5-4. Même pas forcément 20 attaques, parce que tu les as en fait sur le modèle précédent, et je dirais même que le modèle précédent avait plus d'attaques. Parce que tu rajoutes le D3 de la catapulte. Donc on a bien fait de préciser, parce que sinon on nous aurait dit, bah oui, le War Scroll avant. Oui, évidemment, je disais 32 plus D3. C'est évident. En fait, j'ai été induit en erreur par la tribu guerrière Croc d'Aragne. Et ouais, Alors qu'en fait, là, c'est Arachnarok avec Catatoile, avec tribu guerrière. C'est bien meilleur. Voilà. Bon, honnêtement, celui-ci, il est un peu tristoun. Oui, ouais. Bon, soit vous préférez aller chercher de la frappe en profondeur, vous prenez celle qui est toute nue, soit vous avez besoin d'un chaman, vous prenez le premier, soit vous prenez un truc de contrôle et vous prenez celui-ci. Bon, celle-ci, je vois pas trop son intérêt, j'espère qu'elle sera moins chère que les autres, parce que sinon, c'est un petit peu triste. Nous en avons donc fini de cette revue de tome de bataille, mon petit Romain. Qu'est-ce que t'as pensé des changements, des nouveautés apportées par ce tome de bataille, notamment par rapport aux doléances qu'on a pu avoir sur ce début de 4ème version, où il y avait assez peu de changements, il y avait même des figurines qui sortaient. Je trouve que là, c'est un très bon point pour Games Workshop. Oui, oui, bon alors on est sur un tome de bataille qui vient amener des nouveaux War Scrolls, mais également des traits de bataille différents, des traits héroïques, etc. Moi je trouve ça plutôt sympathique. Ouais. J'aime beaucoup ce qui a été fait avec la lune, parce qu'on va devoir le jouer différemment. Je ne sais pas si c'est plus ou moins fort. En tout cas, je trouve que les effets sont très bien. J'aime bien ce qu'ils ont fait aussi avec les squeaks, c'est beaucoup moins aléatoire, donc je préfère avoir un 4 automatique que de pouvoir relancer un D6, parce que le 1 into 1 est tellement facile à obtenir, et peut vraiment en fait plomber votre plan de jeu. Globalement, je pense qu'ils n'ont pas changé l'ADN du Battle Tome, on a toujours beaucoup de mécaniques qui sont identiques. Par contre, l'ajout des Villeband, notamment du héros nommé ou des loups, même si je pense qu'on ne sera pas en 3-3 mais en 4-3, fait qu'on va sûrement les voir sur table. Ouais. Et encore une fois, il y a beaucoup de belles choses à faire, mais tout ceci sera conditionné par, je pense, les coups en point. En tout cas, c'est un tome de bataille où on a le choix. Ouais. Et ça, c'est super agréable, parce que la gamme est belle, dans un style particulier, mais la gamme est belle, que ce soit les très anciennes figurines, comme les Kragaragne, ou les nouvelles, et on a beaucoup de choses à faire avec des mécaniques très différentes. Et ce système de lune peut vraiment permettre, je pense, de jouer un peu de tout, parce qu'en fait, on est capable d'ordonner la lune dans un séquencing qui va nous avantager. Ouais, je pense que c'est assez intéressant, je pense que ça va être très gratifiant pour les joueurs qui arrivent à maîtriser ça. Je pense que la construction de liste vis-à-vis de la lune, comme tu l'as dit, qui va être une mécanique prépondérante, sera hyper importante. Il va falloir se donner les outils de la placer si malheureusement elle n'est pas où on veut, quand on veut. Si le plan se passe pas exactement comme prévu, voire même si on joue contre un autre joueur Ville du Fiel Obscur, je pense que ça va être très marrant à voir. Tous les tours, ça va replacer la lune comme des sauvages. Ça va être un enfer. Intervention magique, non, je remets la lune. Bref, bon, honnêtement, très chouette. Et puis voilà, moi aussi, je trouve qu'ils ont fait un super boulot. La nouvelle gamme est splendide, pas simple à peindre, on va pas se mentir. Mais je visualise déjà les armées à thème, full Villeband, et ça va être superbe. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. On a vraiment essayé de faire l'effort de faire du français au maximum et de limiter les anglicismes autant que faire se peut. Merci encore mon petit Romain, on espère que ça vous a plu et on vous dit salut.